L'après-midi, je profite pour accueillir l'assesseur Sapinet, l'assesseur d'agriculture Sapinet et même le conseiller Luciana Mauro, qui sont ici présents pour ce qui est de la région, et je passe la parole pour quelques mots à Sapinet. Grazie. Merci au président Bruno Zaniva. On porte les salutations du gouvernement de la région, et ici avec le collègue conseiller Diego Luciana. Ce matin, était là même Eric Lavie. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui. Je m'excuse car d'autres engagements m'empêcheront de rester avec vous tout l'après-midi. Bon, j'ai passé une dizaine d'années comme maire de Saint-Nicolas, donc la conférence annuelle est un moment de réflexion, un moment d'analyse, et vraiment un gros merci à Christiane Dunoyer, à Bruno Zaniva, à tout le staff du centre d'études. Et je salue même Marlène Domaine, Bruno Domaine, ancien syndic de Saint-Nicolas, avec lesquels on va bavarder, on parle toujours plus souvent de ce qui c'est les problèmes qu'on a relatifs au centre d'études franco-provençal, à ce qui sont un peu des problèmes qu'on peut revoir dans d'autres communes de la vallée d'Aoste. Donc c'est là que la politique doit agir, c'est là que la politique doit faire, et ensemble avec les communes, ensemble avec le gouvernement régional, on doit vraiment chercher aller à trouver les solutions les meilleures pour vraiment de nouveau redonner à la collectivité ces milieux très importants pour tous. Bon, je vous laisse au travail. Je vous remercie encore tous de votre présence ici à Saint-Nicolas. Une très belle journée. Donc, bon travail et un bon après-midi à tous. Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Non? Il suffit. Parfait. Alors, bon après-midi. J'ai eu la chance de pouvoir diriger cette seconde partie de notre colloque international sur les grammaires de l'espace et les relations au territoire. Je vous remercie pour être ici très nombreux cet après-midi. Et j'ai eu comme tâche un peu difficile, je dois l'admettre, de résumer, de faire comprendre, mais d'une façon un peu plus simple, qu'est-ce que signifie le mot grammaire de l'espace, qu'est-ce que sont ces relations au territoire. Si j'arrive à ouvrir le PowerPoint, on va le faire. Je dois le partager. Non, ça va? Alors. C'est intéressant car à la dernière communication de ce matin, celle d'Alberto Ghia, nous a permis d'entrer dans le vocabulaire de cette approche entre la langue, la culture et la cognition. Il a parlé de frame of reference, il a utilisé un vocabulaire assez complexe, et ma tâche est celle de le simplifier un peu pour permettre aux personnes qui ne connaissent pas carrément les ouvrages édités par Stephen Levinson, comme le livre que vous voyez ici, de pouvoir avoir les bases nécessaires pour pouvoir comprendre les communications qui seront organisées cet après-midi. Alors déjà, bien, parfait. Alors, attends, voilà, très bien. Donc, déjà, les premiers deux mots qui donnent le titre à notre colloque parlent des grammaires de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est une grammaire de l'espace? J'ai cherché à mettre en évidence quels sont les enjeux les plus importants qui tournent autour de la notion de grammaire de l'espace.
Donc, premièrement, il s'agit d'une étude translinguistique des morphèmes qui permettent d'exprimer des relations spatiales. On parlera de localisation, donc de quelle façon je peux localiser un objet par rapport à un autre, par exemple, ou on parlera aussi de mouvement et de trajectoire. Donc, quels sont les enjeux autour des grammaires de l'espace? Premièrement, c'est de chercher à comprendre de quelle façon les êtres humains font expérience de l'espace qui les entoure. Et on a découvert ce matin, avec ces communications très intéressantes dans le cadre de l'anthropologie et de la microtoponymie, par exemple, ou encore de quelle façon les êtres humains encodent grammaticalement ces relations, cette expérience de l'espace dans des langues différentes. C'est très intéressant car cette approche nous permet de nous interroger autour de la langue, bien évidemment, de la culture, mais aussi de ce qu'on appelle la cognition spatiale. À travers nos différents sens, nous avons la possibilité d'établir des relations avec l'environnement, avec l'espace qui nous entoure, et une intégration des informations que nous avons de cette réalité extrapersonnelle sont mises ensemble pour permettre de générer des représentations spatiales. La première dimension dont nous sommes habitués et avec laquelle plutôt nous sommes habitués à vivre dans notre réalité quotidienne est la dimension de la verticalité. La dimension de la verticalité, comme vous le voyez de cette image, semble ancrée très précisément à l'organisation du corps humain, ou de l'anatomie humaine, cet axe vertical qui est en plus défini par la force de la gravité, par une dimension qui est en quelque sorte contre-intuitive, celle de la physique, la force de gravité qui a le sol comme terme de référence. Et à partir de cette dimension de la verticalité, nous pouvons mettre en évidence d'autres deux plans fondamentaux qui sont rattachés à l'anatomie même de notre corps humain. C'est un plan qui nous permet de distinguer une droite d'une gauche, par exemple, et un autre plan que vous voyez représenté ici qui nous permet de distinguer un avant et un derrière. Ces trois dimensions, nous pouvons dire qu'elles représentent des a priori qui viennent directement de l'espèce humaine, et en particulier à l'organisation anatomique de notre corps humain. Il y a un axe vertical avec une tête qui est mise vers le haut. Il y a une symétrie bilatérale qui caractérise notre corps. Si vous imaginez un corps organisé anatomiquement mais de façon différente, probablement il y aura une autre cognition spatiale, une autre organisation de ces dimensions. Imaginez un corps avec une tête qui ne serait pas là, mais qui serait sur le côté de notre corps, un corps qui n'a pas une symétrie parfaite. Cela jouera dans l'organisation de nos relations avec l'espace. Le terme frame of reference, je l'ai traduit en français par système de référence. Ce sont des mots que nous avons déjà entendus ce matin. Mais qu'est-ce que sont ces systèmes de référence qui nous permettent de construire ces représentations spatiales? Nous pouvons les définir comme étant des systèmes de axes, de coordonnées qui nous permettent de décrire un espace et les relations spatiales, donc encore une fois la localisation d'un objet ou un mouvement dans cet espace qui nous entoure. Levinson, dans son ouvrage et dans plusieurs autres articles, il identifie trois types principaux de systèmes de référence qu'il appelle intrinsèques, relatifs et absolus. Ces systèmes servent pour exprimer la localisation et les mouvements sur un plan horizontal et ils permettent aussi d'aborder cette question très intéressante de la diversité linguistique, de la diversité culturelle et, comme Christiane nous a dit ce matin, aussi d'une diversité de cognition. Quel est le vocabulaire que nous pouvons utiliser pour comprendre comment fonctionnent ces systèmes de référence? Sont les mots que vous voyez entourés de rouge, le terme figure qui indique l'entité, donc un objet ou une personne qui doit être localisée. Le terme ground que j'ai traduit par fond qui indique l'entité par rapport à laquelle la figure doit être localisée. Et le viewpoint, c'est le point de vue, c'est l'entité qui définit en quelque sorte ce système de coordonnées.
Pour résumer, nous pouvons dire que ces systèmes de référence nous permettent de localiser une figure en relation avec un fond à travers, grâce à un point de vue. Dans la phrase que vous voyez au fond, le chat est à droite de l'arbre, ou le chat est notre figure, est l'entité qui doit être localisée. L'arbre est le fond, est l'entité par rapport à laquelle cette figure est localisée. Et nous admettons l'existence de ce point de vue externe. C'est un observateur externe qui regarde cette scène. Ah, comme ça. Le premier système de référence intrinsèque, c'est un système qui est centré sur l'objet, qui est basé sur des axes intrinsèques d'un objet. C'est très intéressant car le modèle corporel, celui que nous avons vu avant, a un rôle très important dans l'organisation de ce type de système de référence. Et on le verra dans quelques instants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aucune langue semble utiliser ce système de référence à lui tout seul. Il est toujours accompagné normalement par un système relatif ou un système absolu. Ou et, en quelque sorte. Ce système met en jeu une relation binaire, car les axes du fond, ils deviennent en même temps aussi le point de vue, donc par rapport auquel la figure est localisée. Le fond et le point de vue se superposent, comme vous le voyez dans cet exemple. L'homme est en face de la maison, est devant la maison. Le point de vue et le fond sont en quelque sorte superposés. C'est très intéressant ici de parler du modèle corporel, car en quelque sorte, on va projeter notre connaissance du corps sur cet objet extérieur et les axes de coordonnées sont projetés sur ce même objet. Une maison peut avoir une face, un dos et un derrière, et en anglais, un front, un back et deux sides. Alors, pardon, je suis allé trop rapidement. Tu me dis, Christiane, si je suis trop lent. Parfait. Le système de référence relatif. C'est un peu différent. On l'a déjà un peu découvert ce matin grâce à la présentation de Alberto Ghia. C'est un système qui est égocentré, qui est centré sur l'observateur. Il est basé sur la perspective d'un observateur. Donc, cette fois-ci, on n'a plus une relation binaire, mais on a une relation qui se développe entre trois éléments. Il y a une figure, il y a un fond, mais cette fois-ci, on rajoute un point de vue que nous pouvons dire de façon très simple qui est séparé du fond. C'est un observateur extérieur, un observateur qui observe une scène. Là, vous voyez, on met cet exemple en anglais, vous voyez ici en bas notre point de vue qui regarde cette scène et ce monsieur se trouve à gauche de la maison. La figure est le monsieur, le fond est la maison et le point de vue est quelque chose de séparé par rapport à la scène observée. Je vous ai montré un exemple pour ne pas parler tout simplement de gauche et de droite. Quand j'étais au Népal et je cherchais à apprendre le népalais, j'ai dû me lancer dans la compréhension d'un système de référence relatif un peu particulier avec ces deux mots, pari et wari, sont des particules qui peuvent être ajoutées derrière le substantif de référence. Alors, vous voyez que pari, il signifie de l'autre côté, wari, il signifie de ce côté, du même côté. Là, vous voyez dans la première figure, celle de gauche, il y a un fleuve, et en népalais, on l'appelle Kola. Ce monsieur qui s'appelle Ram, un point de vue extérieur. Et nous disons que Ram, Kola pari ununcia, il est de l'autre côté par rapport au fleuve. Si nous nous déplaçons de ce côté, sur la droite, vous voyez que le point de vue et la figure sont du même côté du fleuve, on aura une phrase du type Ram kola wari ununcia. Ram est de ce côté du fleuve. Cela peut vous aider peut-être à comprendre un peu mieux de quelle façon fonctionne un système de référence relatif. Je m'approche à la fin, si j'ai encore quelques minutes, pour vous présenter un système de référence absolue.
Ce système de référence peut nous sembler un peu bizarre, car dans nos langues, nous ne sommes pas véritablement habitués à travailler avec un système de référence absolu, même si nous verrons avec la présentation de Christiane qu'en franco-provençal, et on a déjà vu un peu avec la toponymie de Alberto, il y a des approches qui peuvent faire référence à un système de référence absolu. C'est un système qui est centré cette fois-ci sur l'environnement extérieur. Les objets, les figures sont localisés à partir de certains points de repère fixes qui sont figés dans l'espace extrapersonnel, dans l'espace extérieur. Ils peuvent être des points cardinaux, ils peuvent être des éléments importants de l'environnement, comme la pente d'une montagne, le sens de l'écoulement d'une rivière. Ce qui est très intéressant, qu'il n'y a aucune référence à un observateur extérieur et que la localisation d'un objet est faite en relation donc avec ce point de vue de ce système externe qui est ancré au contexte écologique extérieur. Je vous montre les deux derniers exemples. C'est un exemple que j'ai tiré des premières études de Levinson sur cette langue, le Gugu-Imitir du Queensland septentrional et en Australie. Levinson, il nous dit qu'une grande partie des langues australiennes utilisent des directions cardinales pour localiser des entités et des objets. Ce qui est très intéressant, c'est que ces directions cardinales ne correspondent pas véritablement aux directions magnétiques, comme vous le voyez. Il parle plutôt de angles et de cadrans. Il nous dit que dans ces systèmes linguistiques, dans ces systèmes de référence absolue, il n'y a pas de termes pour droite et gauche. Il nous dit aussi qu'il n'existe pas normalement des formes intrinsèques. On ne peut pas dire en face de, derrière ou d'un côté ou de l'autre. Et il nous propose ces phrases. Moi, j'ai choisi celles qui nous font le plus sourire en quelque sorte, celles qui sont un peu plus bizarres pour nous. Et la dernière surtout, où une personne dit « Est-ce que vous pouvez me gratter le dos un peu plus à l'est ?» Donc, vous comprenez que droite et gauche n'ont aucun sens dans un système de type absolu. On le comprend encore mieux si nous observons cette fois-ci un système absolu qui fonctionne en faisant référence à des éléments géomorphologiques figés dans le territoire. Quand j'étais un jeune étudiant, j'ai fait un cours de linguistique africaine à Turin avec Mauro Tosco, qui nous a parlé de cette langue, le Gawad, de l'Éthiopie du sud-ouest, qui se base sur un système absolu. La communauté qui parle cette langue vit dans un contexte écologique très intéressant. Il y a une chaîne de montagnes qui suit une direction nord-ouest, nord-est, sud-ouest, pardon. Et par rapport à cette chaîne de montagnes, donc à cette pente, ils organisent leur système de référence. Il existe donc cette opposition entre un uphill et un downhill, une direction verticale donc, qui va vers la montagne et qui descend au pied de la montagne, qui est traversée par un autre axe perpendiculaire, c'est cet axe across, qui coupe et horizontalement ce plan vertical. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la langue Gawad? Un système de référence absolue qui se base sur ce vers la montagne et au pied de la montagne. Il y a pour une partie un système de référence intrinsèque. On peut parler des différentes parties d'un objet en disant qu'un objet a une face, a un arrière. Et on pourrait aussi rajouter, mais vous voyez que je l'ai mis entre guillemets, la présence d'un modèle relatif, mais qui ne fonctionne que pour le corps humain. On peut parler d'une main droite et d'une main gauche, d'un pied droit et d'un pied gauche, mais on ne peut pas dire que je me trouve à la gauche de mes collègues. Car si je peux l'exprimer linguistiquement, cette construction est incorrecte grammaticalement et encore plus est complètement incompréhensible pour un locuteur de Gawad. Ils ne peuvent que localiser des objets en utilisant un système de référence absolue, donc en faisant référence à ce uphill, downhill et à cet autre plan qui traverse et horizontalement cette dimension de la verticalité. Donc, je espère que cette petite présentation peut vous être utile pour comprendre ce que nous allons analyser dans les prochaines interventions. Je récupère le programme car je ne le connais pas par cœur. Et j'invite
Christiane, entre autres. Et j'invite Christiane Ouhamadou-Noyer, directrice du Centre d'études franco-provençales. Vous la connaissez, je pense, tous. Donc, je ne continue pas avec les présentations qui nous amènent dans un système probablement en absolu. On le découvrira pour le franco-provençal. Je te laisse la place. Voilà, rebonjour, bon après-midi. Merci Fabio pour ton introduction. Voilà, je vais enchaîner avec les premiers résultats d'une étude amorcée entre 2017 et 2019 dans le cadre des laboratoires de franco-provençal que nous avons réalisés ici par le centre que le centre a organisé et mené de l'avant surtout à partir de janvier 2022. Cette recherche consiste en un ensemble d'enquêtes menées surtout en Vallée d'Aoste, mais aussi un peu en Valais et en Savoie, comprenant également des matériaux issus de travaux précédents et de quelques matériaux d'archives. Donc, le franco-provençal, je vais vous montrer comment le franco-provençal offre un exemple éclairant d'une relation très étroite entre une langue et un territoire, la question du rôle de l'habitat et plus en général de l'espace en tant que facteur déterminant dans la structuration des représentations culturelles. Et donc là, on a la relation entre territoire, langue et représentation de l'espace. La verticalité, c'est la première notion à évoquer dans ce cadre, une dimension incontournable dans la relation au territoire alpin. En effet, les toponymes définissent un nombre important de points dans l'espace, preuve, comme nous l'avons vu déjà ce matin, d'une connaissance précise et très, très raffinée du territoire habité, non habité, cultivé et même non cultivé. Et ces toponymes peuvent nous renseigner sur le point de vue de celui qui nomme le lieu, mais ne disent rien par rapport, ou pas tout le temps, ne parlent pas du mouvement d'un individu qui passe d'un point A à un point B, bien souvent. Pour ce qui est des notions de mouvement, de distance et de direction, de nombreuses prépositions et adverbes de lieu traduisent la relation à l'espace. Et je vais donc m'intéresser à trois termes en particulier, su, bas ou du, et outre. Et les adverbes aussi traduisant les notions de dehors et de dedans, qui ont été choisis pour décrire un système de représentation spatiale basé sur trois axes, comme nous allons le voir. Ces données, qui sont analysées à la lumière des études de Stephen Levinson sur les frame of reference, nous permettent ainsi de cibler le franco-provençal en tant qu'exemple de persistance d'anciens systèmes de référence spatiale. Alors, le territoire... Alors, pour le territoire, il faut partir de cette notion de territoire très vertical, caractérisé par, comme l'écrit Bernard Janin, un relief vigoureux et bien articulé. L'altitude moyenne de ces vallées est considérable. Vous voyez, la vallée d'Aoste n'est pas la région où l'altitude moyenne est la plus haute, mais quand même, elle occupe la deuxième position parmi ces quatre vallées qui se ressemblent sur le plan géographique d'après Bernard Janin. Et donc voilà, pour décrire un peu la morphologie de ces territoires, je citerai rapidement Bernard Janin. Ce pays de terre haute est aéré par un éventail de vallées, tributaires d'un sillon central très déprimé, où se faufile un long ruban de terre basse.
par le biais de ces paramètres et de nombreux autres, donc la verticalité, mais aussi l'ensoleillement, la pente et toute l'inclinaison des pentes, l'orientation des reliefs, le coefficient d'aération, l'angle d'ouverture des vallées vers le haut. Voilà, c'est des notions que les géographes ont utilisées pour analyser ce territoire qui, je vais vous montrer ici, présente toute une série de courbes très complexes et très changeantes. Alors ça pour la partie, disons, de la pente verticale. Après, il y a la question... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, l'ensoleillement. Là, on voit bien les versants au sud, où la neige a fondu, et les versants blancs. Il y a encore la question de la pente au niveau horizontal, donc de comment elle s'expose au soleil. On le voit ainsi. Voilà, tac et tac. Et quant aux locaux qui vivent sur ce territoire, qui se déplacent, se repèrent constamment depuis des générations, ils ont développé une relation à l'espace qui est à la fois perception, représentation et expression. Et donc, à partir du début de cette recherche, je me suis demandé comment agit sur le plan cognitif ce coup d'œil global qui permet à l'habitant de la montagne de se repérer rapidement et de définir avec précision de nombreuses caractéristiques du territoire. Et là, avec cette question, aussi une autre question, comment étudier ces représentations? Une piste intéressante s'est offerte à moi par la langue. Une somme d'indices qui se sont petit à petit mis en ordre par eux-mêmes, revenant les uns après les autres au fil des années, au gré de nombreuses expériences très hétérogènes d'ailleurs. Une expression absolument invisible qui n'avait pas encore été prise en compte par les linguistes ou les dialectologues, et donc voilà, qui m'interrogeait et qui m'interroge encore. Ayant trouvé cette brèche pour commencer l'exploration des représentations de l'espace, il reste le problème de comment faire surgir cette expression qui, pour le moment, a été collectée de manière spontanée, presque par hasard, en tout cas au départ. Il s'agit en effet d'une expression très volatile qui ne prend corps que dans des situations de grande spontanéité et de confiance, lorsque l'interlocuteur est appréhendé comme un membre de la communauté de langue et de culture, et dans des circonstances où le locuteur est impliqué dans sa dimension corporelle. Pour résumer, il doit être sur place, parler spontanément et s'adresser à quelqu'un de sa propre communauté. Le moindre effort d'abstraction risquant de brouiller les pistes, de faire tomber le locuteur dans une forme d'insécurité et donc d'avoir recours à un autre mode d'expression, celui que nous connaissons et que nous utilisons tous les jours par le biais des langues standards. Et il est donc clair qu'il ne s'agit là que des premiers résultats de cette recherche et qu'une réflexion plus poussée nous attend afin de parvenir à un protocole scientifique plus rigoureux qui nous permettrait d'avancer dans la recherche. Donc, les locaux ont développé une relation à l'espace qui est à la fois perception, représentation et expression de cet espace, comme je disais tout à l'heure. Il peut faire deux choses. Exprimer des points dans l'espace en disant Dzevo, Arpuel, Entrebeur, Exené. Donc, il dénombre les endroits où il est, ou là où il a l'intention d'aller. Mais en même temps, il peut aussi exprimer quelque chose de différent, c'est-à-dire un mouvement, un trajet. Et nous allons voir ce qui se passe dès qu'il doit parler d'un trajet. Mais avant, je voulais encore faire un petit détour par une expérience un peu éclairante de ce que peut être la richesse du franco-provençal par rapport aux langues standards. L'expression « au fond de la vallée ».
Dans les principaux dictionnaires de français, l'expression est signalée sans être accompagnée d'aucune définition précise. Donc, on peut parler de « au fond de la vallée, il existe un refuge », donc au niveau du numéro 1. Au fond de la vallée se dresse l'imposant mur de barrage de Beauregard. Là, on peut imaginer qu'il y a un barrage. Au fond de la vallée se trouve la rivière Lascaux, et donc c'est là. Et c'est au fond de la vallée, à la confluence des deux fleuves. Là, numéro 4. En italien, c'est à peu près la même chose. J'ai fait référence à une série de sites de traduction et on retrouve des expressions toujours basées sur l'expression in fondo alla valle, que ce soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. En franco-provençal, voilà, je pense qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas cherché toutes les expressions, mais j'en ai juste identifié quelques-unes. Outre au car, ou bien sur son zone de la Valaille, bas de Sudjuir, bas d'Aperleve, bas le long du Torrent, bas Menten de la Valaille, si c'est un point précis, bas fond. Donc, tout de suite, la langue permet déjà de localiser d'une façon beaucoup plus précise voilà, un lieu ou un point. Donc, par rapport aux langues standards, le franco-provençal permet de voir, de visualiser la vallée d'une façon différente. Ce n'est pas un couloir statique ou bien une cuvette, comme c'est le cas pour les langues standards, l'italien ou le français. Donc ce n'est pas un espace allongé entre deux zones plus élevées, un pli concave en quelque sorte. Ce n'est pas non plus un espace situé de part et d'autre du lit d'un cours d'eau. C'est quelque chose une entité dynamique, on va dire, qui a un haut et un bas, ce qui détermine le sens dans lequel coule l'eau, en plus de deux versants, les deux versants qui, à leur tour, ne sont pas des pentes appréhendées comme un bloc unique, mais par rapport au dessin que je vous ai montré avant, c'est tout un plissage du terrain donnant une gamme infinie de formes et de milieux de vie, chacun avec sa logique et avec son utilité. En franco-provençal, le fond de la vallée correspond au point où l'eau rejoint un autre cours d'eau et s'oppose au sonzon de la Valaille, comme je l'ai défini. Et donc voilà, on entre dans le vif de la question. On s'intéresse maintenant à trois termes, outre, su, bas. Dans certains parler de la basse vallée, ce ne sera pas bas, mais ce sera du. Mais le sens est celui-là. Lorsqu'un locuteur de franco-provençal doit exprimer un mouvement d'un point A à un point B, il n'utilise pas que la préposition à, par exemple, pour exprimer le mouvement, genre Marc part de Courmayeur et va à Jovensan, mais il ajoute aussi d'autres éléments du discours qui lui permettent d'être plus précis et de fournir plus d'informations au récepteur de son message. Ici, nous avons le cas d'un informateur des troubles qui dit « Dzevo su à Saint-Oyen, Dzevo outre à la Clusa, Dzevo bas à Zugno ». Il nous donne donc un aperçu du territoire. En partant des troubles, 1280 mètres, il nous précise qu'il monte pour se rendre à Saint-Oyen, qu'il descend lorsqu'il se rend à Gignot, ou qu'il se déplace en horizontale pour se rendre à la Cluse. Vous voyez les altitudes de ces localités. Rarement, il renonce à ce genre d'informations quand il parle. Mais il dit aussi « Dzevo su à Saint-Pierre ». Saint-Pierre, 731 mètres, donc environ 500 mètres en bas par rapport à l'altitude des troubles. Cette expression est le moins qu'on puisse dire curieuse. Prenons un deuxième exemple, l'exemple de... Ah voilà, ici, c'est juste, j'ai donc schématisé sur la carte les déplacements et la préposition qui va ensemble. Donc, voilà, j'approche. Tac. L'exemple de Chambave. Donc, l'informatrice de Chambave, en partant de Diemo, un village de Chambave situé à 579 mètres, elle va du à Saint-Vincent, oui, et à Châtillon,
Outre à Pontei, elle prononce Utre, mais c'est la même chose. Pontei, Chambave et le chef-lieu est Saint-Marcel. Et Su à Saint-Denis et Su-en-Veula. Veula, c'est Aoste, le chef-lieu régional. En réalité, si nous observons les altitudes, nous nous rendons compte qu'une analyse attentive est nécessaire parce que Saint-Denis se trouve à une altitude, même Aoste, à quelques dizaines de mètres près, se trouve à une altitude supérieure à celle de Diemo. Mais, par exemple, Outre, pour Saint-Marcel, qui se trouve à une altitude supérieure, et pourtant on utilise la préposition outre. Chambave, le chef-lieu, qui se trouve à une altitude inférieure par rapport à Diemo, on utilise pourtant outre. Et ainsi de suite. Donc, on se rend compte que la question doit être creusée. Voilà, en orange, on a le outre, et le vert, c'est le bas. Après. Oui, alors, il faut préciser que le choix de l'adverbe su et du n'est pas lié simplement au fait de descendre et de monter, mais obéit à une autre logique. Le sens dans lequel coule l'eau détermine le haut et le bas. Donc, le positionnement de la localité le long d'une vallée, indépendamment de l'altitude de départ et d'arrivée. Et pensons un peu, par exemple, en partant du village de Diemo, je reviens un instant sur la carte, en partant du village de Diemo, que vous voyez dans la photo, il y a 6 km de descente et puis 12 km de route montante, même si le dénivelé est faible. Donc, bien que le su prévale sur le bas, le terme utilisé est du bas. La préférence pour l'adverbe su ou du ne dépend donc ne dépend pas non plus d'une évaluation quantitative lorsqu'il s'agit d'un parcours mixte. Cela est particulièrement remarquable dans le cas du trajet des Troubles que nous avons vu tout à l'heure, depuis des Troubles jusqu'à Saint-Pierre, où il y a 18 km de descente et après 7 km de montée sur une pente très douce, mais quand même seulement 7 km de montée par rapport aux 18 de descente, et pourtant c'est la préposition « su » qui prime. En effet, dans ce cas, le trajet suit toujours un cours d'eau. D'abord, il va dans le sens du courant du torrent d'une vallée latérale jusqu'à Aoste, et par la suite, il remonte le cours de la Doire à contre-courant. On peut en déduire que le cours de la Doire est plus déterminant que celui des autres cours d'eau moins importants, puisque c'est celui qui détermine le choix de l'adverbe. L'existence d'une troisième option, l'adverbe outre, introduit une ultérieure complexité. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'exemple de Valtournenche. Alors, notre informateur de Valtournenche, qui habite le village de Crépin, dit de Crépin, je veux outre à Tortosa. Et Tortosa se trouve dans le dessin qui suit. Non, je n'ai pas bien vu. Pardon. Attendez, là, j'ai sauté une diapo, je crois. Bon, en tout cas. Et l'altitude des deux villages est presque identique dans ce cas. Entre Crépin et Tortosa, il y a seulement 5 mètres d'altitude de dénivelé. Mais il dit outre aussi pour d'autres villages. C'est les villages en jaune, là, donc Saint-Glain, Lausanne, Tsepéon, etc., qui sont pourtant tous situés à une altitude supérieure, et même, je dirais, sensiblement supérieure. Par contre, s'ils se dirigent vers d'autres villages, mais pourquoi il ne marche plus, ça ? Voilà, et les villages en vert, Evette et Sancartan. Qu'est-ce qui se passe? Il dit bas, du, et enfin, dans les villages en rouge, il se réfère à ces villages en disant su. Pourtant, ces villages, ils sont situés à la même altitude que les villages en jaune, comme vous pouvez voir. Allons chercher un autre exemple, Douai.
une informatrice de Doue utilise l'adverbe outre pour aller à la Veula d'Alain. Alors, Doue, c'est l'ensemble des villages que vous voyez là. La Veula d'Alain, c'est disons, ce qui est juste en dehors de la photo, sur la gauche. Et la Veula d'Alain se situe sur le même coteau, dans la continuité avec la commune de Doue, transversale par rapport au cours d'eau. Mais elle dit su pour la commune de Saint-Oyen. La commune de Saint-Oyen se trouve par là. Et ce qui est intéressant, c'est que la Veula d'Alain, pour laquelle elle utilise la préposition outre, elle se trouve à plus de 1400 mètres, tandis que la commune de Saint-Oyen se trouve à 1300 mètres, donc à une altitude inférieure, et pourtant les deux prépositions se trouvent dans un sens inversé. À l'intérieur de cet espace décrit et catégorisé par les différents adverbes et prépositions, il y a comme des lignes transversales qui marquent des macro-niveaux à l'intérieur de l'espace habité et parcouru. En effet, il y a la zone de Perdelay, plutôt ici, la zone de Perdamont, plutôt là, et la zone du chef-lieu Planaveul. Depuis le chef-lieu, notre informatrice dit Bas-Enzaviu, donc le dernier village en bas, pour désigner un village situé au-dessous du chef-lieu. Elle dit, par exemple, Autre à Meylan. Mais par exemple, Meylan se trouve à 1018 mètres. Mentre Bas-Nzayou se trouve à une altitude supérieure à Meylan, 1134 mètres. Donc, un écart qui n'est pas énorme, mais qui est quand même bien perceptible aux personnes qui marchent, se déplacent et qui regardent le paysage. Donc, nous nous rendons compte que la langue locale décrit des zones homogènes et trace des lignes de partage entre nous et les autres, entre des zones de territoire qui renvoient à des représentations culturelles et sociales bien différentes. On passe à l'exemple suivant. Gressan. Alors, je ne m'arrêterai pas, mais là aussi, il y a deux zones transversales sur lesquelles on peut s'interroger. Et on arrive à la question de dedans et dehors. Donc, pour exprimer dans quel sens il se déplace le long de l'axe de la vallée, l'informateur d'Evolène, en Valais, donc on passe en Suisse, dit « Eijo fura a Chion, eijo yun à la Forchia ». Je vous montre la carte. Là, la partie blanche, c'est la ligne de partage des hauts, c'est les sommets de la montagne. Et là, c'est l'axe sur lequel la vallée, voilà, l'axe de la vallée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit « Fura à Chion » et « Yun à la Forchia » en violet. S'il va dans le sens de l'eau du torrent, il descend, il dit « Fura ». S'il remonte le cours de l'eau, il dit « Yun ». Et bon, je ne m'arrête pas, mais il y a un autre exemple, à Hérémence, c'est la même chose. Donc, il y a... voilà, encore Yun et Fura, selon, on peut dire qu'ils descendent ou qu'ils montent le long de l'axe de la vallée. Et voilà, on arrive à cette phrase. C'est la description d'un trajet qui part du village d'Evolène. Alors, il explique un trajet. Et il dit, tu prends la vaille, tu vas outre à la chasse, tu vas bas tanki jodere, tu vas yun per la rotta de la rolla, et pour, quand tu chica yun, tu prends chouk sa rotta tanque tu arrives chouk à la montagne de l'Exeila, da Monrazou, et de là, tu vas fura Chion. Alors, nos informateurs valdotins utilisent su pour les deux notions, donc de quand on monte le long d'une pente et de quand on dit yun, parce que on monte dans le sens du cours de l'eau. Dans le cas du Valais, il y a cette précision ultérieure qui permet de distinguer les deux types de montées.
Donc, la même opposition yun et fura est observable aussi dans le français valaisan. C'est ça qui est intéressant. Cela subsiste même à l'abandon linguistique. Et je n'ai pas pu me passer d'une petite incursion en pays germanique. Et j'ai pu voir qu'à Gressoney, auprès de la minorité valser-valdôtaine, on retrouve aussi des choses de ce type, mais sur laquelle je ne m'arrêterai pas. Je vous ferai juste remarquer qu'il y a des phrases en bleu et des phrases en jaune que j'ai voulu bien vous montrer parce que, en réalité, ces deux types de phrases renvoient à la même notion. C'est-à-dire que soit que l'on dise tu prends à gauche ou bien tu vas yun sur la rotta de la rolla, le résultat est le même. Et c'est aussi la même chose quand tu chica yun, tu vas voir que la rotta qui partait sur la droite. Donc, dans ce cas, on se rend compte que c'est comme si l'informateur avait recours à un synonyme, donc deux phrases analogues, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux phrases ne sont pas uniquement le fruit de deux expressions et de deux types de mots différents, mais elles font carrément appel à un autre type de représentation de l'espace. Et j'en viens au frame of reference dont parlait Fabio et dont on a déjà parlé aussi un petit peu ce matin. Et donc, je résume rapidement la question par rapport aux montagnes valdôtaines, par rapport aux Alpes. Et je dirais donc qu'il y a un système intrinsèque où quand on dit par exemple le refuge l'est sur son zone de la Valaille. Hein, c'est par rapport à la morphologie du territoire et on place donc un point dans cet ensemble. Le système relatif, comme on l'a vu tout à l'heure, est centré sur l'observateur. Et donc, par exemple, on reprend la phrase de tout à l'heure, tu vas battre en que joder et lui te prend à gauche. La personne qui est présente sur les lieux doit choisir d'aller à sa propre gauche. Et nous en venons au troisième système de référence spatiale. Donc, tu vas yun sur la route de la rolla. Donc, tu vas dedans dans la route de la rolla. Et dans ce cas, la personne peut se placer n'importe où dans la vallée, le long de la route, au sommet des montagnes. L'expression ne changera pas. Ce sera toujours tu vas yun dans la route de la rolla. Donc, ce dernier exemple relève du système absolu. Dans ce cas, la relation entre l'observateur et le terrain se fait sur la base d'un ensemble de coordonnées fixées une fois pour toutes, extérieures à la dyade figure et fond. N'importe quel informateur, cité précédemment, utilisera toujours de la même façon ces adverbes de lieu pour indiquer le même type de mouvement. Analysons maintenant en quoi consiste ce système de référence spatiale utilisé par les locuteurs de franco-provençal de l'ère alpine. Oui, merci. Il s'agit d'un système absolu consistant en trois axes exprimés par trois termes. Donc, trois termes, les trois termes que j'ai évoqués avant, donc su, bas et outre pour le valdôtain, et 5 termes, parce qu'il y a aussi fura et yun pour les valdôtains. Nous relevons donc un axe vertical, donc donné par la direction de la force de gravité, avec su et du. Le deuxième axe donné par la direction du courant de l'eau, en bleu, qui est exprimé par les termes yun et fura. Et le troisième axe, qui est un axe plus complexe, parce qu'il coupe de manière transversale la vallée, à savoir les deux versants opposés et la dépression du terrain entre ces deux derniers. Et le terme outre exprime les deux sens de la direction sur cet axe. Puisque l'axe transversal coupant la vallée se croise de manière perpendiculaire sur l'axe vertical, à une analyse superficielle, on pourrait l'assimiler avec l'axe horizontal. Mais ce n'est pas le cas, parce que c'est plus complexe. Et donc, voilà.
Prenons en considération une série de villages de la commune d'Evolène, par exemple, tous situés entre 1700 et 1800 mètres. Étudions le mouvement sur cet axe transversal qui coupe la vallée à cette altitude. Depuis le village de Villa, notre informateur dit outre pour la Sage, donc c'est là. Ouais. Et non, là, nous sommes à Étroubles. Voilà. Outre pour la Sage, donc en prenant en compte cet axe jaune qui est transversal, qui coupe la vallée, et ainsi que pour les versants situés sur le versant opposé. Et il dit Yun, en violet, donc pour les localités situées plus en haut, dans la vallée. La même chose à Val-Tournanche, on laisse tomber. Et dans ce système de représentation, on se rend compte donc que les cours d'eau jouent un rôle très important. Voilà. Le système de référence spatiale n'est pas arbitraire en plus, puisque les locuteurs ne choisissent pas réellement leur système. Celui-ci leur est suggéré par le milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les locuteurs ne perdent pas de vue cet axe, même là où le dénivelé est très faible, et même s'il n'est pas perçu par les habitants locaux. C'est-à-dire qu'un habitant alpin qui descend dans la plaine a des chances de s'exprimer de la même façon parce qu'il perçoit le moindre dénivelé. Et enfin, dernier exemple, ce système de référence est très intéressant parce qu'il est même utilisé à une échelle beaucoup plus petite qui n'est plus géographique. Par exemple, un pot de fleurs autour de la maison peut être également localisé par rapport à l'axe dehors-dedans. Voilà. Il y a deux considérations à faire, c'est-à-dire que l'analyse des représentations de l'espace dans le domaine franco-provençal, à travers cette analyse, nous pouvons cibler le franco-provençal en tant qu'exemple de cette persistance d'anciens frames of reference. Et justement, de par son ancrage au territoire. Mais il y a une autre considération à faire, c'est ce conservatisme, disons, dans ce système de référence spatiale peut être dû aussi au fait que le franco-provençal, jusqu'à nos jours, a fait presque exclusivement l'objet d'une transmission en langue 1. Alors que les grandes langues nationales, auxquelles nous faisions référence tout à l'heure, ont toutes fait l'objet d'un enseignement en langue 2, ce qui ne va pas sans une simplification des structures linguistiques, comme cela a été largement démontré par de nombreuses études sociolinguistiques, par exemple Trudgill. Cette étude sur les référents spatiaux du franco-provençal, au vu de la complexité des structures qu'elle met en évidence, aura donc aussi le mérite d'apporter une réflexion supplémentaire au débat en cours sur les modalités à adopter pour la mise en place d'une didactique éventuelle du franco-provençal. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je te remercie, Christiane. Je suis désolé de devoir faire le maître du temps, vu que moi non plus, je n'ai pas respecté mon temps de parole. Je crois que nous n'avons pas le temps pour les questions, mais je vous propose d'en faire au moins une s'il y a quelqu'un qui veut. Et Aline a été la première, donc je te demande de venir ici, comme ça tu peux être... Il y aura quand même la pause café, et donc on pourra parler par la suite. Bon. Oui, je serai rapide. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et en fait, je voulais intervenir parce que j'ai fait une étude similaire dans l'ère occitane. Et donc, pour ce qui est dedans-dehors, ça, c'est pas attesté que je sache dans les Alpes occidentales, mais par contre, c'est attesté dans les Alpes centrales, chez les Ladins, dans le Tessin aussi. Je crois qu'ils ont déjà écrit quelque chose pour la Suisse romande. Donc, en fait, je ne sais pas s'il a jamais été décrit en tant que référence absolue, mais il y a dans des autres parlers des Alpes. Et chez nous aussi, on a le système
on rajoute souvent en haut, en bas aux indications spatiales ou outre. En fait, c'est sur le plan horizontal, mais c'est, disons, un 4e niveau, après ici, et ici, et là, l'autre. C'est vraiment, en occitan, ça indique l'éloignement le plus haut qu'on a, disons, le plus loin qu'on a, et souvent, ce n'est pas visible, ce qui est l'autre. Alors que ce qui est là, c'est visible. Donc, ce que je voulais demander, c'est... j'avais remarqué qu'il y avait en fait 2 axes qui intervenaient dans le domaine occitan avec les adverbes amunt, aval, qu'on utilisait sur la pente pour dire qu'on montait ou qu'on descendait le long de la pente, tandis que chez nous, haut et bas, on l'utilise plutôt sur l'axe gravitationnel. Par exemple, dans la maison, on ne dit pas qu'on va aval à la crotte, mais on dit qu'on va bas à la crotte, et on ne dit pas qu'on va amunt à soulier, mais on va out à soulier, alors que pour la vallée, on utilise surtout amunt et aval. Et je voulais savoir si c'était comme ça aussi pour le franco-provençal, si vous aviez une distinction entre l'axe gravitationnel et l'axe de la pente. Voilà, merci, excusez mon français. Non. Merci Aline. Oui, en fait... j'ai dû survoler un peu sur la question, mais justement, il y a, en tout cas en Valais, dans l'expression valaisanne, il y a déjà 4 mots différents pour indiquer la différence entre si le mouvement de monter et descendre concerne l'axe du cours de l'eau ou bien le versant sur lequel la personne peut monter de manière, disons, verticale sans tenir compte de la vallée. Donc, cela. Et après, voilà, justement, oui, ta question était par rapport, donc, pas tellement à l'espace géographique, mais à plus courte échelle, disons, par exemple, à l'intérieur de la maison ou des choses du genre. Et cela aussi, il faut tenir compte de la variation, disons, dialectale. Donc, il y a des cas différents. Mais on peut dire qu'en général, en Vallée d'Aoste, le su et le bas peuvent être utilisés aussi bien dans le sens géographique que dans le sens de la maison, par exemple. Et donc, par exemple, dans les parlers de cette zone, on peut dire bas la crotta et bas un vela. Et donc, voilà, il y a des parlers dans lesquels la terminologie offre directement toutes les nuances du mouvement, alors que dans d'autres parlers, le mot, par exemple, su et yun, par exemple, par rapport au Valais, se superposent. Mais voilà, une analyse plus approfondie, surtout quand on va voir les mouvements, genre par exemple la personne qui part des troubles et va su à Saint-Pierre, qui est pourtant placé plus en bas, nous permettent quand même, dans la relative pauvreté de la terminologie, de retrouver quand même la présence de ces systèmes de référence spatiale. Alors, je remercie Christiane. Je ne sais pas si on a le temps pour une question. Je laisse la maîtresse des lieux, cette fois-ci, pas celle du temps, décider. Je ne vais pas arbitrer. Alors, oui, alors, Henri, tu peux... Oui, comme ça, tu es en direct. C'est un exemple curieux qu'on a ici. Si on veut aller vers intro, on dit « de votre intro ». Oui. Mais on dit, ceux d'intro diront, je vais sur à Saint-Nicolas. Voilà. Et pourtant, intro, c'est beaucoup plus bas. Hein. Et ça, c'est un peu drôle. Voilà. Merci. Alors, je pense que je laisse ici le micro et je me déplace là-bas. Alors, je remercie encore une fois Christiane pour sa présentation qui nous a permis d'entrer un peu plus dans le concret de ces systèmes de référence, en plus appliqués au local, au franco-provençal. J'invite maintenant à venir ici et Annetta Kopeka,
Et je pense qu'en ligne, nous avons... Alors, une seconde. Et nous avons en ligne Krishna Parajuli qui nous parle directement de Katmandou, entre autres. Je le salue très volontiers, ça fait quelques années qu'on ne se voit pas. Je ne le vois pas non plus. Oh, le voilà. Non. Oh, mais je suis très content de le rencontrer. Je laisse la parole à Annette et à Krishna qui nous amènent jusqu'au Népal pour parler du déplacement et donc de la trajectoire cette fois-ci. Et merci. Alors, j'aurais besoin de trouver ma présentation. Elle est quelque part sur... Alors, attends, je pense qu'il faut descendre. Je pense que ça va entrer dans le cadre. Bien, bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Christiane d'avoir organisé ce colloque et de nous avoir donné l'occasion d'être là. Et puis merci beaucoup pour ce magnifique temps qui nous permet en fait d'apprécier le cadre spatial vraiment magnifique. Alors, je vais juste voir parce que comme il y a un problème de cadrage, je voudrais m'assurer que tout est là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la langue népalaise. Je ne suis pas du tout locutrice native de cette langue. C'est Krishna Parajuli, mon collègue qui n'a pas pu venir en Europe, qui nous suit donc depuis Népal. Mais je tenais à amener avec moi sa photo pour qu'il m'accompagne dans cette présentation. Alors, avant de parler de l'espace, j'aimerais dire quelques mots sur la langue népalaise. Donc, le népalais est une langue officielle du Népal qui est également parlée dans d'autres pays, notamment en Inde et à Bhoutan et dans d'autres pays d'Asie. Il y a environ 12 millions de locuteurs qui parlent cette langue selon le recensement d'il y a une dizaine d'années. Cette langue appartient à la famille, au groupe en fait des langues indo-aryennes qui font partie d'un groupe plus grand de langues indo-iraniennes qui elles-mêmes font partie de la grande famille de l'indo-européen. Le népalais a plusieurs dialectes, donc on considère qu'il y a 3 grandes zones dialectales. Les dialectes, oui, apparemment il a des difficultés à se joindre à nous via Zoom. Il y a des dialectes de l'Est, il y a les dialectes du centre et les dialectes de l'Ouest. Et du point de vue typologique, le népalais est une langue flexionnelle qui veut dire que c'est une langue qui a beaucoup de morphologie grammaticale. Donc c'est une langue qui a une riche morphologie à la fois verbale et nominale et qui a l'ordre de mots sujet, objet, verbe. Alors lorsqu'on parle du Népal, donc on pense essentiellement à la langue népalaise, mais ouais, je pense qu'il y a des coupures. Ouais. On pense essentiellement au népalais, mais en fait le Népal, c'est un très petit pays, mais c'est un pays d'une très grande diversité à la fois culturelle, ethnique et linguistique pour ce qui nous intéresse ici. Il y a sur ce petit territoire environ 120 langues qui sont parlées. Non seulement 120 langues, mais ces 120 langues appartiennent à 4 familles linguistiques différentes. Donc il y a des langues tibéto-birmanes, il y a des langues indo-aryennes comme le népalais, il y a aussi des langues austro-asiatiques et il y a des langues dravidiennes. Donc ce sont des langues qui appartiennent à des familles linguistiques très différentes et qui par conséquent sont
extrêmement différentes dans leur structure linguistique, les unes par rapport aux autres. Par ailleurs, en plus de ces différentes langues, il y a une langue qui s'appelle Kusunda, qui est une langue qu'on appelle isola. Ça veut dire qu'il n'y a pas c'est une langue qui n'a pas d'affiliation à un groupe linguistique particulier. Et il y a par ailleurs 4 langues des signes. Donc donc vraiment le Népal, c'est un laboratoire linguistique par excellence. C'est vraiment très très riche pour étudier la diversité des langues et la variation que ces différentes langues peuvent présenter. Donc le népalais est une de ces nombreuses langues. Alors dans cette présentation, nous cherchons essentiellement à décrire, à mieux comprendre le système spatial en népalais. C'est une langue qui a été relativement peu décrite de ce point de vue-là. C'est vraiment Krishna qui a initié les travaux sur cette langue dans cette perspective spatiale. Et notre objectif est d'explorer le type de construction et la diversité des outils linguistiques que les locuteurs népalais utilisent pour décrire le déplacement dans l'espace. Donc, on va essentiellement parler du déplacement et d'essayer de comprendre comment ces locuteurs népalais représentent le déplacement linguistiquement et à quelle dimension de l'espace ils accordent une attention particulière. Alors, les données que nous allons présenter ont été collectées par Krishna dans le cadre de sa thèse de doctorat que j'ai eu le plaisir de superviser, de diriger. Comme ça ? Oui, d'accord. Krishna a utilisé plusieurs sources de données. Donc, il a utilisé un corpus de la langue népalaise et il a utilisé également ce qu'on appelle en linguistique les stimuli visuels. Donc, c'est des méthodes d'élicitation de données sur le terrain. Et c'est ces données-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans le cadre des projets translinguistiques que nous menons en France, à Lyon et en collaboration avec d'autres collègues à travers le monde, nous avons créé un outil d'élicitation des données qui s'appelle Trajectoire. Ce sont des courts vidéoclips. Il y a 76 clips vidéo total. Et parmi ces vidéoclips, il y a 55 clips vidéo qui ciblent spécifiquement l'expression de l'espace. Il s'agit du déplacement spontané, donc quelqu'un se déplace par rapport à un point particulier et il se déplace, et ces points spatiaux sont très très variés, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et Krishna a collecté les données avec 17 locuteurs natifs du Népalais, 8 femmes et 9 hommes, et l'âge moyen des locuteurs est de 33,4 donc ans. Et vous pouvez voir que ces données ont été collectées donc, dans la vallée du Katmandou et puis par ailleurs dans le district de Parbat au centre du pays. Alors juste quelques mots sur cet outil d'élicitation. Fabio tout à l'heure a mentionné quelques éléments qui sont vraiment essentiels lorsqu'on parle de l'espace. Donc j'ajouterai encore quelques notions qui sont importantes pour l'expression du déplacement. Et nous avons donc construit cet outil d'élicitation des données en essayant de varier ces différents paramètres pour examiner justement non seulement à ce à quoi le népalais est sensible, mais puisque c'est un outil qui a été fait pour éliciter des données vraiment à travers le monde, dans différentes langues du monde, nous avons essayé de faire varier les différents paramètres pour voir à quoi les langues dans différentes régions du monde sont sensibles. Donc il y a différents types de figures. Donc ce sont des personnes qui se déplacent dans l'espace. Il y a différents types de fonds. Ce sont les entités des repères spatiaux ou des entités spatiales par rapport auxquelles les figures se déplacent.
il y a différents types de trajectoires, comme par exemple, on s'éloigne d'une source, on traverse un point médian, on s'approche d'un but. Il y a aussi la trajectoire verticale, donc horizontale, verticale. Il y a la deixis qui est très importante pour certaines langues, pas pour toutes, mais il y a beaucoup de langues du monde qui sont très sensibles à cette dimension spatiale. Donc le mouvement peut s'opérer en s'éloignant par rapport à moi qui parle, en s'approchant ou de façon transverse, donc un déplacement qui se fait de façon transverse par rapport au point à partir duquel je regarde la scène spatiale. Et puis, il y a, lorsqu'on se déplace dans l'espace, une autre dimension qui est très importante, c'est la manière du déplacement. Comment la figure se déplace, en marchant, en courant, en sautant ou d'autres figures. D'autres manières, pardon. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce tableau, mais c'est juste pour montrer en fait l'ensemble des paramètres que nous avons pris en compte. Et ce qui nous intéressera plus particulièrement, c'est justement l'expression des trajectoires du mouvement et de la deixis en népalais. Pour commencer, voici un exemple très simple, un exemple donc produit par un locuteur népalais qui dit « Elle a marché à partir de la partie basse de l'arbre, donc du pied de l'arbre, en s'éloignant de cette partie-là de l'arbre. » Donc nous avons « Elle » qui est la figure qui se déplace. Ensuite, nous avons le fond, donc l'arbre à partir duquel elle se déplace. Ce fond, comme vous pouvez le voir, est accompagné par un petit morphème ablatif qui exprime l'éloignement, donc la trajectoire, et puis elle se déplace en marchant, donc nous avons la manière. Donc, comment les locuteurs expriment les trajectoires et les relations spatiales? En fait, en népalais, il y a une grande diversité d'outils linguistiques pour parler de l'espace. Donc, ces deux exemples montrent le premier qui est relativement simple par rapport au deuxième qui est beaucoup plus complexe. Donc, ces deux exemples montrent en fait cette diversité d'outils linguistiques. Donc, dans le premier exemple dit « Ils sont sortis de l'intérieur d'une forêt ». Donc, nous avons ici donc la forêt, qui ensuite est suivie par une postposition, bitra, qui veut dire à l'intérieur, et qui est suivie elle-même par un ka, une marque casuelle, ablative, pour marquer l'éloignement. Et puis ensuite, nous avons à la fin de la phrase le verbe sortir. La situation est un tout petit peu plus complexe dans l'exemple 3 parce que là, nous avons beaucoup plus d'éléments linguistiques. Donc, nous avons le verbe ascendre, monter, mais qui est réalisé ici comme un participe conjonctif. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui est le verbe principal, il est subordonné à un autre verbe qui joue le rôle du verbe principal, qui est le verbe aller, le verbe ga, qui veut dire aller. Mais en plus de ces deux éléments verbaux, nous avons également un adverbe, tala, qui veut dire sous, en dessous, qui est accompagné par l'ablatif qui marque l'éloignement de la source. Nous avons un autre adverbe, mati, qui veut dire above, au-dessus, et qui lui aussi est marqué par une marque casuelle, tira, qui veut dire, une postposition ici, tira qui veut dire en direction de. Donc on a plusieurs éléments à l'intérieur de la phrase qui portent la sémantique spatiale. Alors, si vous regardez, peut-être que ce n'est pas très lisible, mais si vous regardez le tableau à gauche, ce tableau montre en fait la diversité des constructions que nous avons trouvées dans les données qui expriment les relations spatiales. Ça montre en fait que la sémantique spatiale, l'information spatiale, peut être exprimée juste dans un seul élément, soit dans le verbe,
soit dans le cas, soit dans une postposition, ou bien dans deux éléments linguistiques, donc verbe, postposition, ou verbe et cas, verbe et adverbe, dans 3 éléments linguistiques, dans 4, et ça va jusqu'au 6. Donc c'est vraiment un système complexe où on trouve des constructions où la sémantique spatiale peut être distribuée dans différents éléments sémantiques, et chaque élément contribue à la construction du sens spatial. Si vous regardez maintenant à droite de cette diapositive, on voit ici la fréquence d'utilisation de ces différentes constructions. Et nous pouvons voir en fait que les locuteurs népalais, du moins dans ces données que nous analysons, ont vraiment une préférence très très nette à utiliser les constructions complexes où la sémantique spatiale est distribuée dans plusieurs éléments de la phrase. Ça peut être 2, c'est le schéma de distribution le plus fréquent, mais si on regarde les autres, il peut y avoir 3, et puis plus il y a d'éléments, moins c'est fréquent dans les données. Mais c'est vraiment la stratégie favorisée par les locuteurs, parce que, comme vous pouvez voir, utiliser juste un seul morphème, un seul mot pour exprimer les relations spatiales ne représente que 12%, 12,8% des données, alors qu'il y a beaucoup de langues dans le monde qui n'utilisent justement qu'un seul élément linguistique pour parler des relations spatiales. Donc, on voit que ces éléments, donc ces constructions sont complexes, et qu'il y a une certaine densité en fait de l'information spatiale dans les descriptions que les locuteurs produisent. Ici, donc, pour revenir sur un exemple un petit peu complexe, donc juste pour dire qu'elle monte l'escalier, le locuteur qui a décrit cette scène, donc a décrit cette scène de façon assez complexe, avec beaucoup de degrés de granularité du point de vue sémantique. Nous avons le verbe ascendre, nous avons le verbe aller, et puis nous avons 2 éléments adverbiaux qui sont accompagnés soit d'une marque casuelle, soit d'une postposition. Donc, on a la sémantique spatiale un petit peu partout dans la phrase. Alors, ça soulève une question très intéressante du point de vue linguistique, parce que on peut se poser la question de savoir, voilà, est-ce que chaque élément linguistique va apporter une nuance sémantique différente, ou est-ce que ça crée aussi de la redondance? Et la question de redondance est très intéressante parce qu'elle nous permet de voir qu'est-ce qui est saillant, quelle dimension spatiale est saillante en fait pour les locuteurs. Et dans ces données, ces données montrent en fait qu'il y a 2 fonctions en fait de cette sémantique spatiale distribuée. Elle peut être différenciée ou elle peut être redondante. Donc dans l'exemple numéro 5, nous avons donc une phrase qui dit que elle est entrée de la clairière à l'intérieur de la forêt. Et donc ça, c'est différencié. Pourquoi? Parce que chaque morphème, donc il y a plusieurs morphèmes, mais chaque morphème va apporter une information spatiale différente. Donc c'est ce qu'on appelle la sémantique différenciée. Mais il y a beaucoup de descriptions où cette sémantique, elle est complètement redondante. Donc ici, pour dire qu'il est sorti de la forêt, eh bien, nous avons... Donc, sortir, ça veut dire qu'on s'éloigne d'une source. Et nous pouvons voir que cette source, en fait, est exprimée dans plusieurs éléments de la phrase. Donc, là, nous avons une certaine redondance dans l'expression. Alors, cette redondance, donc, a une... je ne sais pas si on peut parler en termes de fonction, mais c'est intéressant du point de vue à la fois linguistique et cognitif, parce que ça nous montre que lorsque cette sémantique est redondante, ça veut dire que
le locuteur ressent le besoin de mettre l'emphase linguistiquement sur une information spatiale particulière, que cette information est importante pour lui. Et nous avons essayé de chercher, de mieux comprendre justement quelles sont ces informations qui sont souvent exprimées dans la langue de façon redondante. Et le premier cas de figure qui relève justement de cette redondance, c'est le franchissement de frontières. Très souvent, les locuteurs népalais, lorsqu'ils décrivent le franchissement de frontières, soit le fait de sortir de quelque part, soit le fait de traverser ou le fait d'entrer quelque part, eh bien, ils vont utiliser cette stratégie où plusieurs éléments vont insister sur cette information. C'est le cas du premier exemple. Il est sorti de l'intérieur de la cave. Donc, nous avons ici l'intérieur, donc c'est Bahira, qui veut dire de l'intérieur à l'extérieur, et le verbe sortir, niklin, ici, qui veut dire aussi se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur. Cet adverbe Bahira, il est complètement optionnel, c'est-à-dire que le locuteur a le choix de l'exprimer ou de l'omettre. C'est selon le type d'information sur laquelle il veut insister qui déterminera l'utilisation de ces stratégies redondantes. Et puis dans le deuxième exemple, nous avons cette fois-ci le franchissement de frontières au point final, donc au but. Elle entre à l'intérieur d'un champ de maïs, et donc ici nous avons l'intérieur donc une postposition bitra sur le mot champ, et puis le verbe, de nouveau cette information sur le verbe entrer. Donc ça, c'est le premier cas de figure où les redondances sont particulièrement fréquentes. Et le deuxième cas de figure, c'est le mouvement vertical. Lorsque les locuteurs népalais décrivent le mouvement vertical, donc quelqu'un qui monte quelque part ou quelqu'un qui descend de quelque part, là de nouveau, on a ces stratégies redondantes, comme dans l'exemple 9, où nous avons l'adverbe mati qui veut dire vers le haut, et puis ensuite nous avons le verbe ascendre qui veut dire vers le haut, c'est-à-dire ascendre en haut ou monter en haut. Et puis dans l'exemple 10 où nous avons donc l'adverbe tala qui veut dire vers le bas avec le verbe descendre, donc descendre en se dirigeant en bas. Donc ça c'est le deuxième cas de figure où ces redondances dans la distribution de la sémantique spatiale sont particulièrement fréquentes. Alors, on peut se poser, nous n'avons pas de réponse parce que c'est une question très très complexe, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces deux dimensions, donc à l'horizontale le franchissement de frontières et à la verticale donc le déplacement vers le haut, vers le bas sont si fréquentes. Il y a des facteurs certainement cognitifs qui sont universels, c'est-à-dire la posture verticale, c'est notre posture canonique chez l'humain. Le franchissement de frontières est aussi particulièrement saillant. Il y a un changement de lieu qui a une certaine saillance. Donc ça, ce sont des facteurs cognitifs universels partagés dans différentes cultures. Il y a des facteurs linguistiques. Quel est le rôle du système linguistique dans ces redondances-là? Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent être de l'ordre cognitif, culturel, en lien avec les pratiques sociales, et puis aussi la question de l'écologie, l'environnement dans lequel nous vivons, qui rend en fait certaines dimensions spatiales particulièrement importantes pour la communauté. Donc il semblerait en fait que c'est vraiment... c'est un système où différents facteurs peuvent jouer un rôle plus ou moins important, et nous ne connaissons pas encore en fait
le poids de chacun de ces facteurs dans ce système-là. Et puis, donc, la deuxième question que nous voudrions explorer porte sur l'expression de la deixis dynamique. Alors, la deixis dynamique est souvent définie dans la littérature comme une direction par rapport à un axe qui est défini par sa relation au centre déictique, c'est-à-dire un autre point de vue. Lorsque je dis « il va en marcher », c'est-à-dire que moi, je suis là et la personne s'éloigne à partir de mon point de vue, où elle peut, donc ça c'est vraiment centrifuge, quelque chose s'éloigne de moi, de mon point de vue, et une autre perspective possible, il vient en marché, c'est-à-dire que moi je suis déjà en marché, et donc ce mouvement est centripète la personne qui s'approche du lieu où je suis. Cette deixis dynamique, toutes les langues ne l'ont pas. Les langues romanes font partie des langues qui ont la deixis dynamique, mais il y a beaucoup de langues en fait qui ne font pas cet ancrage de la deixis dynamique, cet ancrage de la perspective de l'observateur dans la langue. Le népalais le fait. Et il le fait de deux façons. Il peut le faire de deux façons. Il peut exprimer la deixis dynamique dans le verbe principal. Par exemple, elle est allée au ruisseau. Donc ici, il y a ce verbe « aller » qui veut dire qu'elle est allée au ruisseau en s'éloignant de moi. Ou bien, elle est venue depuis la cave, donc ça veut dire que moi, je n'étais pas à l'intérieur de la cave, et je regarde cette situation où en fait, elle quitte la cave en se rapprochant de moi, de mon point de vue. Donc ça, c'est la première façon de marquer la deixis dynamique en népalais. Et la deuxième stratégie linguistique, c'est de l'exprimer dans ce participe conjonctif qui, en fait, ne peut pas, ce participe conjonctif ne peut pas s'utiliser seul, il accompagne un verbe principal et souvent, il accompagne les verbes, soit les verbes de perception, comme par exemple « regarder », donc elle est allée loin de moi en regardant le lac, ou elle regarde le lac plutôt en s'éloignant de moi, ou bien les verbes d'action, comme par exemple prendre quelque chose et s'éloigner. Donc il y a deux actions, elle prend quelque chose et en même temps elle s'éloigne ou elle s'approche de moi. Dans les données que nous avons analysées, c'est le verbe principal qui a tendance à prendre le plus fréquemment en charge cette deixis dynamique. Ça veut dire que c'est vraiment la perspective qui est encodée dans la phrase, dans le verbe principal qui exprime l'événement particulier. Mais il faudrait effectivement travailler sur un corpus de données beaucoup plus important pour comprendre comment les locuteurs utilisent le verbe principal et ce participe conjonctif pour ancrer la perspective dans la langue. Donc, pour résumer ces différentes observations, ce que nous venons de voir, lorsqu'on regarde la façon dont les locuteurs népalais décrivent le déplacement dans l'espace, la chose qui frappe le plus, c'est la complexité morphosyntaxique des constructions qu'ils utilisent. Et ce qui va avec, c'est la densité de l'information spatiale qui est très présente, en fait, surtout lorsqu'on travaille dans une perspective translinguistique, lorsqu'on compare les langues les unes avec les autres, on voit que voilà, dans certaines langues, cette densité est moindre et dans d'autres langues, comme c'est le cas du népalais, il y a un degré de densité de l'information spatiale très élevé. Et cela peut se
faire grâce à la diversité des outils linguistiques que les locuteurs népalais utilisent. Et cette diversité des outils linguistiques permet en fait d'exprimer l'information spatiale de façon très fine du point de vue sémantique. Donc il y a un degré de granularité sémantique beaucoup plus important que dans d'autres langues sur lesquelles nous avons pu travailler. Nous avons vu également que la sémantique spatiale peut être distribuée de façon différenciée ou de façon redondante. Et ces questions, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, ces questions de redondance sémantique relèvent souvent du choix de locuteur. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la grammaire de la langue qui contraint les locuteurs d'exprimer dans 2-3 éléments morphosyntaxiques la même information. C'est le locuteur qui fait le choix en fait d'insister sur une information particulière. Donc ça permet au locuteur de rendre une information spatiale saillante dans le discours, dans ses descriptions de l'espace. Et pour nous qui analysons ces données, c'est une fenêtre intéressante vers la cognition, puisque ça montre en fait sur quelle dimension les locuteurs ou à quelle dimension les locuteurs accordent une attention particulière. Il se posait la question de savoir effectivement qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui est particulier à une langue donnée, à une culture donnée, à une population qui vit dans une écologie, dans un environnement particulier. Donc ici, dans cette présentation, nous nous sommes essentiellement focalisés sur le système, mais ce système linguistique particulièrement complexe soulève des questions intéressantes du lien entre la langue et la cognition. Là, il y a eu pas mal d'études qui se sont intéressées, notamment sur les cadres de référence spatiale que Fabien nous a présentés tout à l'heure, qui ont montré que ces cadres de référence spatiale peuvent avoir un impact sur la façon dont on pense en fait à l'espace, dont on résout les problèmes relatifs à l'espace. Et c'est la même chose pour le déplacement. Il y a eu des études qui ont fait le lien entre la langue et la cognition. Mais il y a encore très peu de travaux qui ont qui ont osé en fait une approche un petit peu plus complexe qui lie langue, cognition, culture, l'environnement. Ça, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de travaux qui nous permettent de discuter ces données linguistiques à la lumière de ces multiples facteurs qui sont en fait corrélés les uns avec les autres. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je te remercie, et Annette. Je remercie aussi Krishna, qui est encore en ligne, je pense. C'était très intéressant comme présentation, car tu nous as permis de comprendre comment on décrit le mouvement et la trajectoire. C'est très intéressant ce que tu as dit comme conclusion, le fait de pouvoir rajouter cette quatrième dimension fondamentale pour comprendre les liens qui se développent entre la langue, la culture, la cognition. Et bien évidemment, vu que nous parlons de l'espace aussi, à l'environnement écologique qui nous entoure. Donc, merci beaucoup. On a le temps pour une question. J'ai déjà vu une main qui se lève, donc je vous invite à venir ici. Merci. Merci beaucoup, Annetta, pour ce bel exposé, très fin, très clair. C'était un régal. J'ai une question, étant spécialiste de prosodie, je voudrais savoir si dans les parties qui sont linguistiquement et morphologiquement rendues saillantes, est-ce que dans ces cas-là, on peut se passer d'une prosodie qui effectivement joue cette saillance ou pas, ou bien si effectivement elle est rendue recto-tono, hein, c'est-à-dire plate, du fait que la redondance joue son rôle.
Krishna, I would need your help. I don't know if you have heard the question. The question is about the prosody, whether speakers of Nepali use prosody to convey spatial meaning and to distinguish different aspects of different dimensions of space in order to render them more salient. We haven't really explored this question, but since you have worked on this data in detail, can we somehow show him? Wait. Krishna, can you hear me? Yeah, I can hear. Okay, but you couldn't see the presentation. I couldn't see it through the Zoom, but I followed YouTube. Okay, Krishna, so we have a question regarding the prosody of the language. Have you noticed whether speakers of Nepali use prosody to make spatial information more salient? Yeah, right. I haven't checked the data, but to my knowledge, the native speaker, the spatial expression or spatial information is also expressed in the same way as you have presented now, as we have presented now jointly. So it is also the prosody that gives good information about the space. To get a more scient information. Okay, thanks. Yeah. But we haven't, mais nous n'avons pas travaillé sur cette question de façon systématique, donc il faudrait effectivement qu'on réécoute les enregistrements et qu'on annote la prosodie. Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Hein? Anita? Yes? Yeah, I was looking at one of the poet's verses, and I could see much more salient there, although I have not studied it yet, but I could sense that it has been explained and it has been distributed in the same way as I studied in the Nepali National Corpus and also in the trajectory as well as caused and put and take data. Yeah. Ce que dit Krishna, c'est que les résultats auxquels nous sommes arrivés ici ont été confirmés par les analyses sur un corpus beaucoup plus large, mais un corpus écrit. Mais la question here, the question was more about the prosody, the role of prosody in the salience of spatial information. Yeah. Something that we would need to explore. Yeah. Thanks. Thank you for being with us. Thank you very much for linking it. Thank you, all the organizers. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y aurait encore une question. Si tu veux, oui, si tu veux, tu peux. Ici, peut-être. Voilà, merci d'abord. Et j'aimerais bien savoir si vous avez aussi travaillé avec la théorie de Talmy, qui fait la distinction entre les langues qui sont plutôt satellite framed ou path framed. Et parce qu'il y a cette redondance d'expliquer la direction dans le verbe même, mais aussi dans les morphèmes qui se trouvent autour. Est-ce qu'on peut dire pour le népalais qu'il y a une tendance à être satellite framed ou verb framed? Merci pour cette question. Oui, nous avons effectivement essayé, peut-être pas situer le népalais à la lumière de la typologie, parce que le népalais, donc, il a une préférence pour les constructions verb framed, parce que
le verbe est vraiment le porteur essentiel de la sémantique spatiale, mais il y a aussi les constructions que nous avons nommées reversed verb framed, ça veut dire que le verbe principal parle de la manière et la trajectoire est dans le participe conjonctif. Donc en fait, la diversité des constructions dépasse largement la simplicité de la distinction binaire de Talmy. Je pense que ces données entrent beaucoup mieux dans la typologie de Walshley, qui prend en compte donc les expressions verbales, adnominales et adverbiales. Ça entre un petit peu mieux dans cette typologie parce que la typologie de Walshley permet de faire de la typologie de construction plutôt que de la typologie des langues qui parfois justement met de côté les choses qui sont essentielles, qui ne sont pas nécessairement les plus fréquentes dans la langue, mais qui font partie des constructions que les locuteurs utilisent quand même. Ouais. Alors, merci. Je pense que nous remercions encore une fois Krishna, nous remercions Annette, et on peut passer à la communication suivante, car on a décidé de faire 3 communications et avant la pause, pour en avoir que 2 après la pause. Donc, je invite au poste et Alice Vitran de l'Université de Lyon 2, qui nous parlera de l'omniprésence de l'observateur locuteur ou l'expression de la deixis dynamique dans les langues variées. C'est mieux. Bien, je vais faire comme Annetta. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, surtout l'organisatrice de ce colloque. Et nous sommes, enfin, je suis en tous les cas, moi, très heureuse d'être là. Et comme Annetta, voilà, j'apprécie aussi en plus le beau temps et je dirais même la neige sur les sommets. Donc, merci d'avoir mis de la neige sur les sommets pour qu'on ait une belle vue. Voilà, donc ma présentation s'inscrit très bien dans la suite des 2 premières présentations. J'allais dire, on va aller encore un petit peu plus loin pour voyager, puisqu'on va avoir des exemples dans beaucoup de langues différentes aussi. Et avec, pour moi, un focus sur cette deixis dynamique dont Annetta a déjà parlé. Alors, il faut juste que ça marche. C'est là, oui, non, c'est là. Je vais trouver. Voilà, donc dans mon intervention, je vais bien sûr me focaliser sur cette présence de l'observateur locuteur dans l'expression des événements spatiaux dans certaines langues. Donc je vais commencer effectivement par présenter les événements spatiaux. Donc on en a déjà parlé, on en a déjà vu, ça fera un petit rappel, avec toutes ces variations dans l'expression des langues et puis aussi des variations dans la sémantique et le marquage bien sûr de cette présence du locuteur. Voilà, donc dans les premiers, alors je vais commencer tout de suite avec cette introduction sur ces événements spatiaux avec déjà quelques langues pour voyager. Donc
ces exemples que vous avez là en français, japonais et vietnamien décrivent tous le même exemple spatial, décrivent tous le même événement, c'est-à-dire qu'une bouteille entre dans une grotte en flottant. Vous voyez qu'on a toujours à peu près les mêmes exemples de présentation. Ce que l'on peut noter, donc voilà, même exemple, mais par contre, pas du tout les mêmes moyens utilisés pour parler de cette expression spatiale. On a quelquefois des verbes, comme en français, des participes, des appositions, des affixes, voilà, des choses très différentes, des structures aussi différentes, avec par exemple des propositions participiales en français, en flottant. Et puis des choses encore un peu plus exotiques comme en vietnamien avec ce qu'on appelle des séries verbales, c'est-à-dire deux verbes qui se suivent. La bouteille est entrée flottée ou quelque chose comme ça, c'est un peu difficile à traduire. Mais voilà, des structures un petit peu différentes et particulières. Alors plus en détail maintenant, si on regarde ce qu'on a... Excusez-moi, je vais y arriver. Ce qu'on regarde en détail, alors on voit effectivement... que deux composants sont... Enfin, je me suis surtout focalisée sur ces deux premiers composants. Donc, on a déjà parlé de ce composant de manière et de ce composant de trajectoire. Et vous voyez que ça n'apparaît pas à chaque fois au même endroit. Quelquefois, c'est dans le verbe. Quelquefois, ça ne l'est pas. Et on va voir ça plus en détail maintenant avec justement le français qui a encodé la trajectoire qui est le composant le plus important dans le verbe, alors que l'anglais, lui, fait autre chose. L'information sémantique principale qu'il encode dans son verbe, c'est plutôt la manière. Donc on voit déjà qu'il y a là des différences d'encodage sur deux langues pourtant de la même famille, proches, le français et l'anglais. Et vous voyez que le vietnamien fait encore autre chose. Il va, lui, encoder le déplacement de la figure dans un verbe, mais il va aussi encoder la manière dans un verbe. Donc, en gros, il va encoder les deux choses de la même façon. Donc, là encore, puisqu'on a évoqué la typologie de Talmy, et c'est contraire à cette première typologie qui était très binaire, parce qu'on a des tas de langues qui ne font pas seulement quelque chose de binaire. Voilà, donc différentes façons de voir la trajectoire et de voir aussi la sémantique, enfin la manière. Voilà, donc j'ai remis autrement, mais bon, on a déjà vu tout ça, donc peut-être aller plus rapidement. Voilà, le français et le japonais font la même chose en mettant dans le verbe cette information de trajectoire qui est l'information la plus importante dans un événement de déplacement, alors que l'anglais ne met pas cette information-là dans le verbe et que le vietnamien fait autre chose. Alors, il y a une autre manière de décrire aussi cet événement, toujours le même, de cette bouteille qui peut se déplacer pour aller jusque dans une grotte. Et c'est ce que va faire le birman, qui va donc en fait donner en fait un autre cas de figure, ou illustrer un autre cas de figure, qui est que, alors c'est toujours le même événement, hein, donc on a les mêmes éléments, on voit toujours qu'on a une bouteille qui se déplace à l'intérieur d'une grotte, et dans l'énoncé, alors on va regarder un peu plus en détail peut-être les deux énoncés. Alors je sais que ça fait beaucoup de langues et que moi je ne vais pas faire comme Aneta, je ne vais pas vous expliquer toute la grammaire du birman, mais disons qu'on va regarder la fin de la phrase où il y a le verbe, en tous les cas où il y a le groupe verbal, et c'est celui-là qui va nous intéresser principalement. Donc dans cette fin de phrase et de l'exemple 5a, on a bien sûr un premier verbe qui va exprimer la manière, on a un deuxième verbe qui va exprimer la trajectoire, hein, vous connaissez le bleu et le rouge, et en fait on a un troisième verbe qui est le verbe aller, qui est distinct de celui de la trajectoire, qui est entrer, et distinct aussi de la manière. Et la présence de ce verbe aller, à la fin de ce groupe verbal, en fait, va situer le locuteur, hein, on en a parlé tout à l'heure, par rapport à l'événement. C'est-à-dire que quand je mets ce verbe aller, je sais que le locuteur qui parle, il est à l'extérieur de la grotte. Et à contrario, si je prononce la phrase en B,
avec à la fin myopi win lade, avec ce la à la place du thoi, c'est-à-dire avec le verbe venir à la place du verbe aller, eh bien cette fois-ci, la bouteille, elle est entrée dans la grotte en flottant, et moi je suis dans la grotte et je vois la bouteille venir vers moi. Hein, donc c'est ce point-là qui va m'intéresser et sur lequel je vais un petit peu donc m'attarder aujourd'hui dans la suite de mon intervention. Donc je vais dans la suite de mon intervention parler donc de cette deixis dynamique qui est la manière, enfin l'étiquette que l'on donne à ce point de vue du locuteur, cette perspective qui est encodée grammaticalement. Alors, Aneta vous a donné une définition, je vous en donne une autre, cette fois-ci elle est en français, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est cette perspective sur un événement spatial, une orientation de cet événement par rapport à un point de référence, généralement le locuteur, et c'est ce qui va nous intéresser ici. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de ces marqueurs déictiques, hein, de ces marqueurs de deixis dynamique? Qu'est-ce qu'ils notent? Qu'est-ce qu'ils encodent? Eh bien, ils encodent une information qui est liée au contexte d'interlocution, d'où la mention de deixis, hein, qui veut dire ancrage. Hein, donc, l'objet est ancré dans le contexte, dans un ici et maintenant, et c'est une action qui est ancrée dans le contexte, donc quelque chose de dynamique, d'où le terme de deixis dynamique. Voilà, ça c'est pour l'explication de l'étiquette. Maintenant, qu'est-ce que notent, qu'est-ce qu'ils encodent, ces marqueurs de deixis dynamique? Bien, d'une certaine façon, ils indiquent que le locuteur veut ancrer son récit, sa description dans un ici et maintenant, qu'il veut préciser en fait la perspective qu'il veut adopter, hein, puisque la bouteille qui entre dans la grotte, elle entre toujours dans la grotte. La question, c'est de savoir où est-ce que vous voulez vous placer quand vous racontez l'histoire. Donc, ayant déjà maintenant bien défini ce que c'est que la deixis, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les langues et dans les langues du monde, parce qu'en fait, c'est quelque chose, comme l'a déjà dit aussi Aneta, qui est assez bien répandu dans les langues du monde. Alors, je commence par du mandarin, un peu de chinois, on voyage, on va un peu plus à l'est du Népal. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces... Alors, je vous ai mis déjà une première phrase, où on voit effectivement qu'une personne est en train de monter la montagne. En tous les cas, c'est ce que dit la phrase. Donc, on a effectivement un verbe de trajectoire. Enfin non, on n'a justement pas tout à fait un verbe de trajectoire. On a d'abord la manière, là, en l'occurrence. On a ensuite un marqueur, une particule de trajectoire, le up, qui dit que ça monte. Et on rajoute effectivement en fin de phrase un verbe qui est à l'origine d'ailleurs un verbe venir, mais qui marque clairement une deixis centripète, hein, CTP pour centripète, qui marque donc en fait cette direction par rapport au locuteur. Donc ce qui est schématisé un petit peu par la figure 1A que vous voyez en bas. Donc la caméra reflète en fait le point de vue d'où je me trouve quand je dis cette phrase-là en mandarin. Alors, je peux dire quelque chose de presque identique. Hein, et là, la caméra, vous voyez, n'est pas du tout au même endroit. L'action qui se déroule est la même. La personne marche et monte la montagne. Mais je vais préciser que je la vois d'un certain point de vue. Donc, que j'ai une perspective sur cet événement que je décris. Et là, ma perspective, c'est que cette personne qui monte la montagne s'éloigne de moi, s'éloigne de mon point de vue, de mon repère, parce que j'ai mis ce morphème chu qui veut dire effectivement aller, s'éloigner. Voilà, donc un premier exemple pour effectivement montrer que cette deixis est importante dans des langues comme le chinois. Alors, cette expression de la deixis dynamique, je voulais un petit peu montrer avec d'autres exemples d'autres langues, mais surtout avec des exemples de comparaison, des exemples comparés, qu'on pouvait effectivement bien la voir autrement que dans le chinois que je viens de vous donner. Donc vous revoyez le même outil que tout à l'heure, cet outil d'élicitation qui nous sert bien. Donc merci à Aneta et à ses collègues d'avoir fait cet outil d'élicitation de trajectoire avec toutes ces petites scénettes. Et donc moi je pense que ça va fonctionner. Je voulais vous montrer une de ces petites scénettes que je vais ensuite, je dirais, illustrer dans différentes langues du monde.
Ah non, il n'y a pas d'audio, pardon. Il n'y a pas d'audio dans la... Voilà, donc c'est pas cette scène-là auquel je m'attendais, mais ce n'est pas grave, c'est les joies du direct, comme on dit. Celle qui m'intéressait, c'est celle qu'on va voir maintenant avec les différentes images, les différentes langues, je vais y arriver, qui vont avec. Voilà, donc en fait, vous avez vu tout à l'heure une petite image, cette personne était en train de sortir de la cave et cette fois-ci on la voit rentrer dans la grotte et cette fois-ci on la voit descendre dans la grotte. Et donc je vais vous montrer dans 5 ou 6 langues comment cette scène a été décrite. Donc l'intérêt effectivement de cet outil d'élicitation, on le voit là particulièrement avec la présentation de données qui sont tout à fait comparables parce qu'en fait tous les locuteurs qui parlent en regardant cette vidéo ont tous vu la même chose. Donc on peut vraiment comparer les productions langagières de personnes de langues différentes voyant exactement la même chose, ce qui permet d'éviter les biais de traduction. Si on présente une langue à traduire, peut-être on louperait des choses importantes dans une langue. Donc vous avez effectivement à chaque fois en gras les informations liées à la spatialité, donc descendre dans la grotte en français, went down into the cave en anglais, et en Essaera, qui est une langue d'Amérique latine, on a un peu plus d'éléments, vous voyez, que dans notre langue français et anglais. Et puis on va continuer à voyager, on va passer à d'autres continents maintenant, toujours sur avec cette même petite vidéo. Donc le japonais qui va de nouveau avoir cette information de descendre, donc la manière. On va avoir cette redondance qu'on a déjà vue avec le népalais, avec l'intérieur, le datif, donc un cas, plus le verbe entrer et encore notre verbe venir qui va aussi nous intéresser. Et vous avez encore du futunien qui est donc... une langue austronésienne parlée dans une petite île au fin fond de l'Océanie par là-bas, qui marque aussi le verbe descendre avec plusieurs marqueurs et aussi, de nouveau, ce marqueur centripète qui nous intéresse aussi. Voilà, donc ce qui est important là, c'est de voir que à partir d'éléments récurrents aussi qui vont apparaître chez plusieurs locuteurs, donc dans des langues différentes, mais aussi à travers les langues, à travers plusieurs locuteurs d'une même langue, on va pouvoir faire des hypothèses sur l'encodage d'une notion sémantique. On a vu la notion de trajectoire, on a vu la notion de manière de se déplacer, et on va pouvoir effectivement faire une typologie, un classement en disant voilà, dans les langues, la manière, elle peut être exprimée comme ceci, comme cela, etc. Et on peut vraiment comparer parce que tout le monde a vu exactement la même chose. Et je continue le voyage. Alors, dans cette partie-là, je voulais justement montrer l'intérêt de cette fois-ci, non pas comparaison entre plusieurs langues, mais aussi comparaison interlangue. Le japonais, là vous avez plusieurs exemples, vous avez 3 locuteurs de japonais qui ont vu la même scène. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, en tous les cas, on en a entendu parler. C'est une personne qui sort d'un champ de maïs. Et les locuteurs de japonais qui ont vu cette scène ont produit en fait des choses relativement équivalentes. On a quelques variations. Il y en a qui voient des touffes d'herbe, il y en a qui voient des champs de maïs, il y en a qui voient des cannes à sucre. Mais au final, on a toujours un marqueur kara qui va marquer le... Oups, excusez-moi. La flèche ne va pas du bon côté. On va toujours avoir cette même, je dirais ce même groupe verbal avec le verbe sortir qui est marqué de façon dépendante, comme un peu un participe avec un connecteur. Et puis on a toujours ce verbe venir. Alors quelquefois avec de la politesse, quelquefois sans politesse, ça dépend du locuteur. Donc en gros toujours la même façon d'encoder cette trajectoire, ce qui nous renseigne sur de nouveau qu'est-ce qui est important dans la langue, qu'est-ce qui est saillant, qu'est-ce que les locuteurs ont vraiment besoin d'encoder quand ils voient cette scène-là. Donc on a ce premier exemple sur le japonais et puis l'exemple suivant va être toujours avec la même scène, cette fois-ci sur le birman.
Donc là encore, on peut, donc plusieurs locuteurs, on voit des champs de maïs à chaque fois, quelquefois on est plus précis sur la personne qu'on voit, mais on retrouve les mêmes informations, donc un marqueur d'ablatif, donc de provenance, de la source. La source, le fond, c'est l'étendue de maïs. On a ensuite de nouveau ce verbe sortir qui va marquer une trajectoire de l'intérieur d'un point A qui est à l'intérieur vers un point B qui est à l'extérieur. Et on a encore ce verbe venir qui marque le point de vue du locuteur, c'est-à-dire qui marque effectivement que je suis à l'extérieur, moi locuteur qui voit la scène, je suis à l'extérieur du champ de maïs et je vois la personne qui sort du champ de maïs dans ma direction. Alors vous allez me dire, mais c'était que du japonais, du birman, c'est les langues d'Asie, elles font des trucs bizarres, etc. Eh bien en fait, il n'y a pas que les langues d'Asie, puisqu'on trouve ça aussi en hongrois, de nouveau en foutounien. Nous avions une collègue de foutounien, donc nous avons pas mal d'exemples du foutounien. On retrouve cette information en plus de la trajectoire, en plus de éventuellement de cette manière qui quelquefois apparaît, mais pas toujours. Eh bien, on retrouve cette information de déixis dynamique, de perspective du locuteur dans d'autres langues. Et on aurait pu rajouter l'allemand qui a aussi quelquefois cette information de perspective du locuteur vers moi ou qui s'éloigne de moi. Et je crois que oui, j'avais mis aussi du Rakaltek, puisque nous avons Madame Greenwald qui est là, où on a aussi de nouveau cette information de trajectoire loin de moi, qui s'éloigne de moi ou qui revient vers moi, donc dans le marqueur TOI. Donc on a la même... je dirais des actions différentes. C'est se mouvoir dans une direction en s'éloignant de moi, se mouvoir dans une direction en revenant vers moi, et ça donne effectivement des traductions différentes. Mais de nouveau, cette information est quand même assez présente dans les langues du monde, même si elle n'est pas présente dans la majorité des langues indo-européennes que nous connaissons. Alors, pour illustrer peut-être un peu mieux encore l'utilisation de ce verbe « aller », la fonction de ce verbe qui est glosé, qui est marqué « aller », mais qui en fait dit autre chose. Alors, comment je sais en fait qu'elle dit autre chose ? Déjà, dans la traduction, vous voyez qu'il n'y a aucune référence à ce mouvement « aller ». Donc, ça, c'est éventuellement le premier indice. Le deuxième indice, c'est qu'en fait, les deux événements qui sont décrits, la femme sort en marchant, la femme entre en marchant, ce sont deux événements spatiaux opposés. Donc en fait, Ma ne pourrait pas, si Ma participait à la trajectoire exprimée, je ne pourrais pas avoir deux fois la même trajectoire alors que je suis en train de décrire des trajectoires opposées. Donc les trajectoires opposées sont bien exprimées par le sortir et par le entrer. D'accord, donc deux mouvements séparés. Et ce que me dit le verbe venir, c'est vraiment ce point de vue. Et effectivement, dans le cas du 13A, je suis à l'extérieur et la personne se dirige vers moi et elle sort d'une pièce. Et dans le cas de B, la personne entre dans la pièce et moi, je suis dans la pièce. Donc c'est vraiment une autre information, elle reste spatiale, elle reste... J'ai un point de vue sur l'événement que je décris, mais ça ne participe pas de l'expression de l'événement lui-même. Et ça, c'est le point, je dirais, peut-être le plus important qui nous a été montré par cet outil et par toutes les langues qu'on a étudiées, c'est qu'en dehors de cette trajectoire que l'on connaît bien, en dehors de la manière que l'on exprime bien, eh bien, il y a des langues qui ont besoin d'exprimer autre chose, qui ne fait pas partie directement de l'événement, mais qui est vraiment dans le discours, dans l'interlocution, c'est-à-dire on ancre par rapport à ici et maintenant ce qu'on voit. Alors, ma troisième partie, c'est effectivement pour montrer, alors on a bien vu qu'on avait cette deixis en plus dans les événements spatiaux, mais ce qui est aussi intéressant à partir du moment où on s'est intéressé à ces marqueurs de deixis spatial que l'on trouvait dans tous nos élicitations de ces corpus avec trajectoire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils apparaissaient aussi dans des événements qui ne sont pas du tout spatiaux. C'est-à-dire qu'on avait aussi besoin, dans certaines langues, de marquer la perspective du locuteur
pas seulement quand on parle d'espace, mais quand on parle de plein d'autres choses. Et en particulier quand on parle de perception, de communication, d'état psychologique, d'émotion, on a aussi dans certaines langues l'envie ou le besoin, quelquefois c'est obligatoire, de dire comment on se situe par rapport à l'événement que l'on est en train de décrire. Alors, vous allez avoir beaucoup d'exemples de taille, puisqu'il y a eu une thèse récemment sur la question et d'autres personnes qui travaillent. Donc, ce sont des extraits de... Alors là, on n'est plus dans la trajectoire, puisque c'est justement autre chose. On est dans des extraits de romans qui ont été traduits. Donc, on a à chaque fois les phrases dans la langue d'origine, les phrases dans le roman de traduction, hein, dans les deux sens. Il y a plusieurs corpus. Et vous allez en reconnaître quelques-uns qui sont très connus. C'est ceux-là. On a beaucoup d'Harry Potter aussi, en dehors de la trajectoire. Alors, vous voyez que dans ces deux exemples de taille, vous avez un verbe de perception qui est en rouge, qui est regarder. D'accord ? Donc, il regarde. Il regarde comment ? Il regarde, et bien, c'est un regard qui s'éloigne. Hein, on a le verbe aller qui s'éloigne du point de vue que je veux adopter. Alors, c'est du roman, donc c'est pas dans le ici et maintenant, mais c'est le ici et maintenant du roman. Et donc, vous voyez qu'effectivement, en français, la traductrice a traduit, parce que le premier exemple, c'est pas Harry Potter. La traductrice a traduit « il plonge le regard », et vous voyez qu'on a bien un mouvement qui s'éloigne, en fait, aussi d'un endroit qui est donné. Donc, on a plongé, on a regardé, entré, et on a allé qui dit ça s'éloigne, en fait. Ça s'éloigne du point de vue que j'ai, qui est moi, locuteur. De la même façon, dans l'exemple d'Harry Potter, il regardait dans la rue. Le français ne parle pas de ce point de vue, on ne le traduit pas, mais il est clairement là en taille. Et effectivement, c'est ce qui a aussi été intéressant dans ce corpus comparé, où c'est les traductions par des traducteurs de littérature et pas des linguistes, c'est qu'on a vu apparaître énormément de verbes aller dans les traductions de taille qui n'existaient évidemment absolument pas en français. Ni en anglais d'ailleurs. Enfin, on a un petit peu le down en anglais. Mais en tous les cas, il regardait dans la rue et le regard s'éloigne en fait de la perspective que l'on veut adopter. Donc, verbe de perception comme regarder. Des verbes de communication aussi, comme téléphoner. Hein, vous téléphonez en direction qui s'éloigne de vous. Hein, vous émettez des ondes qui s'éloignent. Hein, en tous les cas, on peut essayer de le percevoir comme ça, en tous les cas de l'expliquer comme ça. Donc des verbes comme téléphoner et aussi des verbes d'état psychologique comme penser. Donc dans cet exemple, sur penser, on a effectivement des verbes, enfin vous voyez que vous avez retourné, mais vous avez surtout ce verbe aller qui va effectivement un petit peu donner la traduction de... là c'est repenser parce qu'on a le verbe retourner, mais souvent quand on a des verbes comme penser avec le verbe aller, c'est l'idée de on rêvasse, on a la conscience qui s'éloigne, on est dans les airs. Enfin, on a vraiment cette idée de l'éloignement, et vous voyez que souvent d'ailleurs quand on veut décrire, on a les mains qui font le geste avec. Donc voilà, l'idée de trouver une idée, etc. Oui, alors que quand effectivement vous avez des verbes comme penser avec le verbe venir, c'est que la pensée vous arrive, vient vers vous, et c'est typiquement pour traduire des choses comme une idée vous arrive, vous avez trouvé une idée aussi. Hein. Donc c'est cette perspective, vous avez un centre déictique qui est un petit peu différent, qui peut s'apparenter à l'idée peut-être de la conscience, et c'est ce que l'on trouve aussi d'ailleurs dans l'idée de dormir, hein, dormir ou se réveiller, va être dans ces langues-là souvent aussi accompagné du verbe aller ou du verbe venir. Donc de nouveau, avec cette idée de peut-être votre conscience, en tous les cas votre centre déitrique s'éloigne quand vous vous assoupissez ou vous dormez. Hein, donc dormir va quasiment toujours apparaître avec le verbe aller. Et le réveiller va toujours apparaître avec le verbe venir, voire monter. Hein, ça remonte dans votre cerveau. Vous ressortez des limbes. Hein, vous voyez en français, ressortir des limbes éventuellement, sortir du sommeil. On a cette idée de changement d'état et de cette peut-être montée
de la conscience. Voilà, donc les réveiller va être surtout associé au verbe venir et dormir au verbe aller. Alors je vous ai montré des exemples en thaï, mais il n'y a pas ça que en thaï, et je vous montre aussi 2-3 exemples dans d'autres langues, juste pour illustrer cette prégnance de ce verbe, de ces verbes déictiques qui servent de marqueurs de déixique social. Comme c'est le cas ici, alors de nouveau en birman, donc où vous avez cette fois-ci, c'est pas de la pensée, c'est des bruits, hein, c'est des sons, et vous avez des sons qui effectivement émergent, sortent et se dirigent quelque part. Et là, en l'occurrence, le point de vue, c'est qu'il y a une personne quelque part qui entend les rires qui se dirigent vers elle. Hein. Donc on a ce verbe aller, alors qu'on pourrait aussi avoir tout à fait le verbe venir, auquel cas ce serait des bruits qui s'éloignent et qui vont ailleurs. Donc vous avez un autre exemple, cette fois-ci de mandarin, où de nouveau, cette fois-ci, on a regardé encore, hein, on avait vu regarder en thaï, on l'a aussi en mandarin, regarder, entrer dans la maison, on a donc cette idée de, là en l'occurrence, la personne n'est pas, le point de déictique, la personne qui est normalement à l'origine de la description ou de l'histoire se trouve loin du regard. Le regard s'éloigne de la personne qui raconte et non pas près, comme c'est le cas avec le verbe aller. Alors, beaucoup de langues d'Asie, mais effectivement, c'est mon domaine de spécialité, donc j'ai plutôt tendance à aller chercher des langues, enfin des exemples dans ces langues-là, mais je vous ai quand même mis une langue d'Afrique, du Ghana, qui a, vous voyez, la même chose, hein, le même type de structure, c'est-à-dire le verbe regarder avec un verbe aller qui dit que, effectivement, alors là on a éventuellement les deux sens possibles, mais il y a vraiment le look into the house, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de la maison, et le regard s'éloigne en fait du point de référence, du point de deixis que l'on souhaitait mettre en avant. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour. Je pense que je suis dans les temps, hein, je pense largement même. Oui. Hein. Oh, bah c'est parfait. Donc, comme j'ai pas d'heure, j'ai un peu de mal. Voilà, en gros, ce que j'ai voulu vous présenter dans mon intervention ici, hein, pour conclure, j'ai voulu montrer un petit peu la grande variété des événements spatiaux que l'on avait déjà effectivement vu avec les différents points de vue, et c'était dans les interventions précédentes. Donc variété au niveau de l'encodage morphosyntaxique, c'est-à-dire des formes utilisées. Variété aussi au niveau du sémantisme, c'est-à-dire du sens que l'on veut encoder, qui est saillant, que l'on veut mettre en avant dans les langues. Cette variété, ça c'est un certain point de vue, mais on peut regarder par l'autre côté et voir quand même qu'il y a une certaine universalité aussi, c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes éléments qui sont encodés, on a des choses qui sont récurrentes, donc ça c'est les points intéressants de ces comparaisons de langues à partir éventuellement d'outils qui permettent de faire les comparaisons plus facilement. La deuxième partie de cette intervention, c'était pour revenir sur cette deixis dynamique, peut-être un peu plus précisément et avec encore plus d'exemples dans différentes langues du monde. Montrer que l'expression de l'observateur, locuteur, du point de vue est en fait très présente dans beaucoup de langues du monde. Et j'ai terminé avec des exemples pour montrer que ces marqueurs de deixis dynamique, ces marqueurs de perspective du locuteur, qui sont très présents, en fait on les retrouve même ailleurs que dans des événements spatiaux, on les trouve dans des tas d'événements, et vous avez des langues dans lesquelles c'est obligatoire presque un peu partout. Donc pour terminer ou pour conclure, je dirais effectivement que on a besoin dans certaines langues d'exprimer son point de vue d'une certaine façon, et qu'il y a peut-être, c'est encore peu étudié, ce sont les débuts des études, et je pense que là aussi il y a des ponts à faire avec bien sûr la culture, hein, évidemment, et aussi sûrement les points de vue cognitifs, c'est-à-dire comment et pourquoi on met l'accent sur cette perspective dans la grammaire et non pas de façon secondaire comme peut-être en français où on pourrait dire je suis dans la grande
grotte et je vois, etc. Pourquoi des langues ont besoin ou éprouvent le besoin d'encoder de façon grammaticale cette perspective du locuteur. Voilà, je vous remercie. Alors, je remercie Madame Vitrin pour ce voyage très intéressant. On a rempli les vides de la présentation initiale sur les frames of reference grâce à vos interventions sur le mouvement et la trajectoire et sur ces aspects très intéressants. Est-ce qu'il y a quelques questions? Nous sommes parfaitement dans les temps, donc on peut poser quelques questions. Oui. Je vous invite ici toujours, car il y a Merci Alice pour cette belle diversité, ce beau voyage un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai une question, c'est vraiment une question parce que je ne sais pas moi y répondre. Simplement, on a remarqué dans tous les exemples qu'il y avait beaucoup le terme aller, 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 aller. Je me demande si ça ne serait pas une sorte de sème performatif, duratif, simplement. Voilà, c'est une question. Alors, effectivement, j'ai peut-être mal choisi mes exemples parce qu'il y a autant de aller que de venir. Hein. Oui, aller ou venir, peu importe, parce que c'est un sème complémentaire, alors, hein, oui, performatif donc, de l'action. En fait, les sèmes qui, à l'origine, veulent dire aller et venir, vont avoir ces fonctions de mise en perspective, mais on vont aussi avoir des fonctions, je dirais, de type conjugaison, hein, en français, c'est-à-dire vont exprimer des passés, des aspects, etc. Et donc, c'est souvent le type de verbe avec lequel ils apparaissent, qui vont permettre de déterminer si on a une lecture de type perspective ou si on a une lecture qui serait plus aspecto-temporel, c'est-à-dire de type duratif, hein, comme tu as exprimé. Voilà, on a effectivement beaucoup de verbes aller et venir qui vont dire des débuts, des mises en, enfin, ce qu'on appelle l'incoatif, c'est-à-dire je commence à, oui, ou j'ai complètement fini ça, ce qui vont être aussi des sens qui vont être associés à ce aller et venir. Mais dans les exemples que j'ai présentés, c'est très nettement pas ce sens-là. Voilà. Donc, mais on pourrait trouver plein d'autres exemples dans lesquels ces verbes peuvent avoir ce sens plutôt de conjugaison ou grammatical, type temps et aspect. D'accord, ok, merci. Merci. Très bien. D'autres? Ah, oui. Colette. Oui, je voulais rajouter, puisque je suis la personne du Racaltec qui avait vu ça dans les années 70 déjà, ça m'avait beaucoup frappé qu'on était toujours en train de marquer dans l'espace. Je suis en train de vous parler à l'horizontale vers vous et vous me répondez à l'horizontale vers moi. Et c'est des petits suffixes comme ça dans le verbe. J'ai mis un temps fou à comprendre ce que c'était. Mais je pense que c'est d'une façon intéressante, ce sont des événements référentiels. C'est quand ça se passe vraiment, on peut s'imaginer que les personnages sont là. Mais parce que si c'est pour donner une recette en général, par exemple, pour entrer dans la maison, il faut ouvrir la porte, il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des routines ou quelque chose comme ça qui ne se réfèrent pas à un événement spécifique qui s'est passé ou qui est en train de se passer, on n'a pas ces ancrages référentiels, déictiques. Ça, c'était une première chose. Et je voulais juste rebondir sur la réflexion que parce que c'est en vidéo, tout le monde voit la même chose. C'est très vite dit. Oui, c'est de la vidéo, tout le monde voit la même chose. Surtout vos enfants qui sont sur petit écran tout le temps et qui regardent des films. Mais si vous allez chez les Indiens d'Amérique qui n'ont jamais regardé une photo, qui n'ont jamais vu d'image, ils n'y voient rien du tout. Moi, j'ai travaillé avec une dame à qui j'ai présenté des photos d'elle-même et qui me disait « Oh, c'est drôle, cette dame-là, elle a la même robe que moi. » Il se trouve que Miss Nora ne s'était jamais vue. Elle n'avait jamais eu un miroir. Elle a reconnu la robe. Elle m'a dit « Ah ben, c'est une dame qui a le même tissu que moi. » J'ai dit « Oui, c'est vous. La tête, là, c'est vous. » Donc, en fait, ces vidéos, bon, on va en entendre parler, mais il faut faire attention. C'est très orienté civilisation écran. Et ça n'est pas évident du tout que c'est universel, qu'on voit la même chose. C'est tout.
Je remercie Colette pour cette question, remarque finale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser encore quelques questions? Non? La pause. Alors, je remercie encore Madame Vitran et je vous propose de faire la pause. Nous avons 30 minutes, donc on peut descendre dans l'autre salle pour un café et on se retrouve pour les 2 dernières communications dans 30 minutes. Merci.
pense que nous pouvons commencer. Nous sommes maintenant officiellement en retard, donc le maître du temps sera impitoyable vers les personnes qui ne le respectent pas. Pour terminer cette journée sur les grammaires de l'espace et les représentations j'ai oublié le titre et les relations et au territoire, pardon. Je vous présente Julienne Meyer du CNRS et Université de Grenoble-Alpes qui nous présentera une communication sur l'ancrage naturel des langues dans le territoire dans le cas des modalités de parole à distance. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de venir en Vallée d'Aoste et donc c'est une belle occasion. Merci à Aneta de m'avoir proposé d'envoyer une présentation. Je n'étais pas sûr de correspondre à la thématique, mais au fur et à mesure que je vois les présentations et que je discute avec les gens, je suis rassuré. Donc voilà, j'ai donné ce titre et vous allez voir que je vais vous emmener plutôt dans les sons. Parce qu'on va prendre en compte l'influence du territoire à travers son impact sur la propagation sonore. Et c'est cet aspect-là qui fait qu'en production, des fois, on s'adapte. On adapte notre manière de parler pour aller loin. Hein. Donc, par exemple, en sifflant ou en criant, à gauche, c'est juste une coupe du tractus vocal et voilà. Et donc je vais vous faire écouter plusieurs sons de principalement ces 3 modalités de parole qu'on voit ici. Donc la parole modale, c'est la référence qu'on imite soit en cri pour aller loin, soit en sifflement pour aller à peu près 10 fois plus loin, et puis en tambouriné pour aller encore plus loin. Donc on l'adapte en sifflement, c'est-à-dire que vous voyez les représentations que je vais utiliser ici, c'est des représentations donc fréquence et temps. La fréquence c'est en ordonnée et en abscisse vous avez le temps. Donc c'est une représentation classique qu'on utilise pour les sons. Plus vous allez vers le haut, plus c'est aigu. Et là, vous avez une même phrase qui est exprimée avec la voix, avec le sifflement et avec le tambour. Je vais surtout parler du crier et du sifflement parce que c'est les deux qu'on peut soit retrouver ici par chez nous et puis ou qui s'adaptent le plus aussi à l'environnement. Et notamment dans la région où moi je suis vers Grenoble, donc il y a des endroits dans la zone du parler franco-provençal où on a pu localiser parfois des mentions de communication criée plutôt anciennes, il y a 2 ou 3 générations, notamment à Malval en Vercors, qui est très très isolé. Et là on ne le voit pas trop parce que c'est la partie du village, mais où il y a énormément c'est très escarpé, surtout l'accès qu'on voit là-bas avec la falaise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces zones-là, il y a encore des mentions, parfois dans les toponymes, de cette pratique de cri. Et moi, je n'ai pas fait l'étude détaillée, mais je pense que ça peut être une étude qui peut-être même pourrait être intéressante dans toutes les zones montagneuses, surtout les zones les plus escarpées que j'ai vues mentionnées dans d'autres présentations. Ça pourrait être une étude intéressante pour voir la relation entre le parler à distance, le cri, éventuellement le chant. On a discuté tout à l'heure de ça. Et donc, je voulais le mentionner également. Et quand on discute avec les gens qui ont connu leurs grands-parents qui le faisaient, ils mentionnent qu'en fait, ces postes de cri, par exemple par rapport à une maison, étaient bien sûr différents en fonction de l'endroit où on voulait s'adresser. Donc il y a des précisions bien intéressantes. Il y a des mentions parfois de la météo. Il y a des mentions de l'importance de la neige
comme on l'a eu tout à l'heure en discutant aussi. Et puis que quand la neige est jeune, qu'elle vient de tomber, ça étouffe les sons, tout le monde l'a entendu, mais quand elle est très glacée, ça porte encore plus les sons. Et donc c'est des choses qui sont mentionnées et qui montrent que c'est encore des savoirs, que c'était des savoirs très précis sur une connaissance de la propagation sonore et qu'on retrouve même parfois dans la communication, pas forcément directement entre maisons, mais d'une maison à une zone de travail, on va dire, en montagne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément avec les différentes modalités de parole à distance, puisque c'est des modalités qui sont liées à des activités de subsistance du village ou des familles. Donc ça, je l'ai mentionné. Donc de mon côté, je me suis intéressé à voir comment ça fonctionnait au niveau de la relation au langage et aux différents sons de la parole. Et par exemple, encore dans la zone du parler franco-provençal, mais cette fois-ci, on l'a fait en français, on a fait des expérimentations pour mettre au point des méthodes d'analyse de ces phénomènes-là. Ce qui fait que si, par exemple, on avait un jour à analyser ces cris, parce qu'il y aurait encore des gens, ces cris anciens qui étaient pratiqués dans les montagnes ici, on pourrait utiliser cette méthode que je vais montrer ici. Alors là, bien sûr, on était sur des mots isolés, et je vais vous faire écouter un premier exemple. Cigare, calibre. Oui. Peut-être... Alors au début, ça ne va pas être très fort puisque la tâche, c'était de s'adapter à la distance. Et on ciblait, avec les étudiants d'un master, on ciblait une distance de 30 mètres, puis ensuite une distance de 60 mètres pour contrôler les conditions de communication. Et pour... oui, donc j'essaye. Cigare, calibre, réforme, magot, caddie. Ou alors c'est... Rancune. Peut-être... Hein? Faut que je le monte? Ouf. Mais il faut pas qu'après il y aura des sons forts. Alors voilà, on va essayer comme ça. Hop. Prêt? Cigare, calibre, réforme, magot. Donc on va rester là-dessus. Ouais. De toute façon, après ce sera plus fort. Rancune. Donc là, on est sur une ciblée 60 mètres et maintenant on passe sur Cagoule. 90 mètres. Baleine. Porto. Donc c'est un corpus sur lequel on pouvait mesurer en détail l'impact de cette distance, sachant que les personnes dans l'expérimentation, là où on était dans des conditions assez idéales pour l'effet du sol. Vous voyez, il y avait une neige toute jeune et à chaque fois qu'on a fait l'expérimentation, on a cherché à avoir cette neige toute jeune. Et puis, donc, il y a des contraintes, bien sûr, à faire ce type d'expérimentation comme ça. Et puis, le protocole, c'était plus ou moins... C'était exactement ça. Donc, on avait deux locuteurs où, en fait, un qui jouait le rôle de speaker, l'autre de receveur. Et puis, alternativement, ensuite, on changeait, mais aussi... la personne qui était receveur avait 3 positions. Et puis ensuite, en réalité, on faisait un enregistrement à la fois proche de l'émetteur et proche du récepteur. Ça permet d'avoir les deux points de vue et ça permet aussi, on fait d'autres mesures. Et ensuite, donc, on inverse. Et du coup, comme ça, on peut enregistrer tout le monde. Et ça permet aussi, bien sûr, ces conditions, de faire des mesures du relevé floristique, donc c'est les arbres et les feuilles, comment elles sont. Enregistrement du bruit de fond, qui sont des aspects très importants dans ces communications à distance. Et puis des mesures météorologiques pour contrôler en fait qu'on est dans des conditions plutôt idéales dans ce cas-là,
en tout cas en ce qui concerne le vent qui perturbe beaucoup les communications en extérieur. Donc on faisait ensuite des mesures d'intensité, de fréquence de vibration des cordes vocales, qu'on appelle fréquence fondamentale, et puis l'efforement, qui sont les résonances dans la bouche, et puis de la durée. C'est tous des facteurs qui sont influencés par ces conditions. Et là, je vous montre quelques effets rapidement sur des voix féminines, parce qu'on avait plus de filles dans ce master, donc c'est là où on avait le plus de données à mesurer. Et en plus, les voix féminines sont un petit peu plus aiguës en général, donc les mesures sont plus faciles à faire dans ce cas-là. Et là, on voit qu'il y a une augmentation, mais je vais le montrer ensuite en graphique, une augmentation de la fréquence fondamentale, le F0, mais surtout, ces deux graphiques-là vous montrent le point de vue à gauche. Alors là, on a l'énergie sur tous les sons qu'on a envoyés, qui sont représentés ici. Donc là, c'est des A. Et vous voyez, en fonction des graphes, vous voyez l'énergie de la voyelle A, où on a sommé toutes les personnes, et comment elle se distribue en fréquence. Donc plus c'est aigu, plus on est vers la droite, là, et plus c'est à gauche, plus c'est grave. Ce que vous voyez ici, c'est en noir gras, c'est le bruit de fond. Et ça nous montre que quand on est à 1 mètre, on est bien au-dessus du bruit de fond et il n'y a pas de perturbation. Quand on est loin, le receveur, plus on est loin, donc par exemple à 90 mètres, plus le A va être bas. Sachant que le A, c'est un peu ce qui porte le plus d'énergie, et c'est pour ça que c'est une référence pour nous, pour ces calculs. Ensuite, on peut comparer cette absorption du signal entre la gauche et la droite à d'autres mesures et aussi des performances de réussite. Donc ici, vous avez aussi l'effet sur la fréquence fondamentale. Vous voyez que ça augmente régulièrement parce qu'en production, les gens ils vont avoir tendance à augmenter leur puissance, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, et augmenter aussi leur vibration des cordes vocales en fréquence. Donc, et là, on a aussi un effet de durée qui n'est pas linéaire, puisque vous voyez que ça, c'est la variabilité. Et la variabilité nous montre que plus on va loin, plus il y a de variabilité, donc plus les gens ont du mal à contrôler l'aspect durée. Mais tous ces aspects-là contribuent à mieux comprendre donc une augmentation des cordes vocales en fréquence, de plus en plus d'aigus, plus on est loin, assez linéaire, une augmentation de la puissance qu'on voit dans les autres graphiques, et puis une augmentation de la durée, mais moins contrôlée. Donc tous ces aspects-là, en fait, ce protocole, il vous montre qu'avec ces aspects-là, on peut faire des comparaisons, des retours, des croisements entre les effets ce qu'on mesure en production, ce qu'on mesure en perception, et puis les effets du biotope. Et tout ça en éventuellement contrôlant avec ce protocole des changements de source, des changements de langue, de type de parole, que ça peut être du cri, mais ça peut être de la parole modale, normale, ordinaire, et aussi de langue. Donc, parce que en criant, on n'accentuerait pas forcément exactement de la même manière la parole criée si on était en espagnol ou en français, par exemple. Ça dépend notamment de facteurs prosodiques ou d'autres facteurs. Voilà. Donc tout ça pour analyser les mécanismes d'adaptation de la parole humaine. Et pourquoi en fait on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'études dans le domaine, alors que les capacités de production et de perception humaine ont été développées dans des environnements ruraux. Seulement depuis 2010 que la population humaine est principalement dans les villes. Donc ça donne une mesure, et forcément au cours de l'histoire, ça a augmenté progressivement. Ça dépendait bien sûr des communautés, mais d'une manière générale, on peut vraiment mesurer dans ce cadre rural, en dehors des bruits mécaniques, des aspects d'évolution, ou essayer de comprendre les résultats de l'évolution humaine en ce qui concerne les sons de la parole. Donc voilà. Et
Et donc il y a très peu d'études systématiques sur ces aspects-là. Qu'est-ce qui l'explique? C'est que les paysages sonores sont très variables au niveau du bruit, donc il y a des contraintes énormes, parce que c'est très dur à contrôler ces conditions-là. Nous, par exemple, l'expérimentation qu'on voulait faire, s'il y avait un avion qui passait, elle était gâchée, donc il fallait qu'on attende. Donc c'est pour ça qu'on s'était mis sur le Mont Pilat, qui est un parc isolé aussi des exploitations agricoles. Donc ça demande, ça rajoute cette difficulté-là. Et puis, parce que aussi la parole est dégradée au fur et à mesure de la propagation, c'est un effet. Alors il y a plusieurs effets qui font que la parole est dégradée. La parole ou n'importe quel son, hein, chez les animaux c'est pareil, tout son produit est dégradé au fur et à mesure de sa propagation. Il y a un phénomène physique lié à la distance qu'on appelle l'atténuation sphérique. Hein, le son perd en force avec sa propagation. Et c'est plutôt ce qu'on observe là, sur le mot balle, là, un mot français qui est enregistré, vous voyez, des 10 mètres. On le comprend toujours bien. Si on fait des tests de perception, il y a un taux de réussite très élevé, mais c'est très dégradé. Et donc, ça nous interroge aussi en perception sur qu'est-ce qui est utilisé dans la parole. Et ça peut être un outil intéressant pour mettre en avant ces aspects-là. Et puis, il y a un autre effet quand on est en forêt. Donc, suivant les milieux, ce n'est pas la même chose. Pas seulement en forêt, mais c'est en forêt que ça se voit le plus. C'est un effet des différentiels suivant les fréquences de dégradation. Parce que, par exemple, si vous prenez rien que les troncs des arbres, ils font des obstacles qui vont sélectionner les fréquences. Donc, ils vont dégrader certaines fréquences. Les plus aigus vont être le plus dégradés. Mais bien sûr, les fréquences qui vont être dégradées vont dépendre de la taille des obstacles. Plus on est dans les basses fréquences, moins les sons sont facilement dégradés, parce qu'il faut de plus en plus des obstacles grands pour obstruer ou réverbérer ces sons-là. C'est les phénomènes d'écho qu'on voit. Bon, sur les grandes falaises, ça renvoie à tout. C'est pour ça qu'on entend tout. Mais si on est dans une forêt, on a plus un effet cathédral, hein, où c'est tous ces pylônes naturels qui font un mélange de réverbération de seulement certaines fréquences. Donc c'est ce qu'on appelle la dispersion, en anglais scattering, et les feuilles aussi jouent là-dessus. Donc toutes ces contraintes font qu'on distingue en général les milieux fermés des milieux ouverts dans ce type d'études liées à l'environnement. Et en plus, si on regarde que le bruit, là c'est le bruit, c'est la même représentation que tout à l'heure, plus on est à gauche, plus c'est grave, plus on est à droite, plus c'est aigu. On voit que le bruit, en fait, un peu partout autour de nous, en réalité, même dans ce qu'on appelle le natural quiet ou le murmure de la nature, ce murmure-là, il est très riche en basse fréquence, parce que c'est les sons qui voyagent le plus loin. Donc il est riche partout. Et on le voit ici, c'est très riche en basse fréquence partout. Les gens qui ont une hyperacousie, souvent, ça peut être une super sensibilité aux basses fréquences qui va surcharger leur système cognitif et du coup les handicaper, les fatiguer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette représentation à peu près uniforme, enfin non uniforme justement des fréquences, et qu'elle est à peu près la même partout, sauf que parfois, dans certains milieux, il y a d'autres phénomènes, comme ici, ce sont des insectes, qui sont toujours présents aussi et qu'il faut prendre en compte dans des mesures comme ça où on ne peut pas en fait les éliminer. Parce qu'ils sont là pratiquement à toute saison, même s'il y a des variations d'espèces. Alors, maintenant je vais sauter sur le sifflement, sachant que le sifflement, c'est justement un phénomène qui est intéressant par rapport à ces deux milieux. Il s'est adapté à ces deux milieux pour des raisons différentes. Pour communiquer à longue distance, c'est les deux milieux qui bloquent le plus la communication, les milieux ouverts dans les montagnes, parce qu'il faut voyager beaucoup pour aller d'un point à l'autre. Hein, pour rejoindre d'un côté la vallée à l'autre, c'est compliqué au niveau du déplacement physique,
Mais au niveau du déplacement acoustique, c'est très simple d'envoyer des ondes d'un côté à l'autre. Beaucoup plus simple en tout cas que le temps de voyage qu'on a besoin. Donc c'est exploité pour ça. Et dans la forêt, c'est, on en a parlé, les obstacles des arbres qui jouent. Oups. Alors je vous montre un extrait en montagne, ensuite un extrait en forêt. C'est de l'espagnol. Eliseo. Donc là c'est pris de loin. Qui répond. Que tu dises à Fernando que je vais au village dans l'après-midi. Donc ensuite il dit j'ai compris, je vais lui dire. Et il appelle Fernando en bas, dans le village d'Agulo. Vous voyez la distance qu'on peut couvrir dans ces cas-là. Donc la distance dépend forcément de l'endroit. Donc les gens sont, comme pour le cri, s'adaptent au milieu là. Et si on regarde en forêt, sur une langue complètement différente, qui est une langue là tonale, donc la stratégie, je vous montrerai après, n'est pas exactement la même manière de copier la langue. Donc là, c'est de la... Tzatzaka topodia matar, né? Aí responde até a... É assim nós estamos só avisar para aonde o bicho ele vai, né? Aí nós estamos atrás para matar, né? Anta, o queixada também, né? Cette deuxième vidéo, c'était dans le cadre d'un projet de documentation qui a été mené au Brésil. Et la première, c'était dans le cadre que moi j'ai mené avec l'aide du Musée Golgi au Brésil, qui est basé à Belém, mais ça c'était au Rondônia, vers la frontière avec la Bolivie. Et le premier, c'était plutôt dans le cadre d'un projet qui a été mené par René-Guy Busnel, qui était un des pionniers dans la bioacoustique, et qui avait enregistré lors d'une mission où il accompagnait Jacques-Yves Cousteau. Il avait fait ses enregistrements, c'est pour ça qu'il a plein de points de vue avec des caméras, ce qui représente bien l'utilité de cette pratique. Alors rapidement, l'espagnol, qu'est-ce qui se passait? On imite l'articulation et en gros, on imite par exemple plutôt les formants. Et donc le I qui est à l'avant, on essaye d'articuler I. Par exemple, la endaxi en grec, ça donnerait... Et j'essaye d'être devant. J'essaye vraiment de l'articuler. Où es-tu en français, ce serait... Où es-tu? J'articule tout en soufflant et en sifflant. Alors que et puis du coup, ça reproduit des éléments qu'on voit dans la parole normale, mais c'est pas extrêmement évident quelle partie. Donc c'est aussi intéressant de voir que comme les gens comprennent cette parole à distance et la comprennent dégradée comme ça, elle va nous indiquer des éléments essentiels à la compréhension. Ensuite, si on regarde le gavion, c'est une stratégie différente où là, on va imiter la mélodie de la voix, non plus son articulation à l'avant, mais plutôt ce qui est produit au fond, en sifflement. Parce que, en fait, dans la parole, on a ces deux aspects de fréquence, et là, on est obligé d'en prendre qu'un, le sifflement peut en rendre qu'un seul. Donc c'est une contrainte. Je ne vais pas rentrer plus dans la linguistique, parce que je voulais revenir aux aspects territoire et liens avec l'acoustique et la propagation.
mais ça permet de poser plein de questions sur le rôle de ces deux niveaux de fréquence qu'on a dans la voix en simultané et qui ne sont plus là, qu'on ne peut plus coder de la même manière avec le sifflement qui simplifie les choses. Juste pour vous faire écouter un autre cadre dans lequel ça se pratique, là c'est en Guyane. Alors là c'était enregistré d'un peu plus loin et c'est un sifflement pas très fort. À cause de la contrainte de la distance, la phrase est souvent simplifiée et répétée plusieurs fois, ce qui est le cas aussi en cri. On s'octroie la liberté de la répétition et la répétition aussi est carrément intégrée dans la communication Wayampi quand ils sont en forêt. Ils répètent systématiquement la phrase pour être sûr qu'elle soit bien comprise, puisqu'au début, comme on ne se voit pas, l'attention est attirée par le premier sifflement et le deuxième permet de décoder en général. Et suivant l'endroit où on est, on va utiliser des sons différents, enfin des manières de siffler différentes. Et là, ça ressemble un peu plus à ce que produisait le gavion avec un son plus grave. Et là, on voit Yawa, Moyu, Ou. C'est une langue où on prononcerait à peu près pareil. Là, j'ai utilisé l'orthographe dans la langue, mais Yawa, c'est le jaguar. Moyu, c'est l'anaconda. Ou, c'est mange. Donc là, c'est le jaguar mange l'anaconda. Et dans cette population et dans d'autres d'Amazonie, c'est très utilisé aussi en exploitant, donc sans siffler trop fort, en exploitant le couvert d'eau. Puis, il va répéter. Est-ce que le rocher devient Ikatuke pour Takulu-A? Ok. Takulu, c'est le rocher? Takulu, ok. Alors, bon, là, on voit, c'est pas encore monté, donc vous avez une séance d'élicitation en direct avec quelqu'un qui est un peu formé à expliquer la structure de la phrase. Mais donc, vous voyez cette condition d'utilisation qui n'est pas toujours mentionnée. Parce que quand on représente en général la distribution de cette pratique, on parle que de la végétation dense et des montagnes, mais avec la végétation dense viennent les rivières qui coulent lentement et du coup sont assez larges, et c'est aussi un contexte d'usage important. Donc là, vous voyez un bilan de tous les endroits où on trouve la parole sifflée et qui montre l'adaptation de cette pratique à des conditions environnementales, même quand on le regarde donc au niveau géographique. Et en regardant les liens avec les pratiques traditionnelles, on peut voir que c'est comme si la parole sifflée, comme elle le fait pour la linguistique ou la phonétique, où elle va décrire plus les choses, c'est comme un révélateur de certains aspects importants pour la langue et pour la compréhension de chacune des langues. Elle révèle aussi, en étendant les distances, des niches écologiques humaines liées aux pratiques traditionnelles de subsistance qui autrefois étaient beaucoup à l'extérieur. Donc, vous voyez en marron, c'est plutôt les pratiques en montagne, et c'est l'élevage extensif qui utilise le plus et qui fait que cette pratique survit. Bien sûr, c'est utilisé pour d'autres choses, mais c'est surtout dans ces conditions-là que ça a survécu quand il y a une perte de vitalité de cette pratique avec les changements culturels et la modernisation. Et puis, vous avez des milieux que j'ai déjà montrés de forêt dense, où là, c'est plutôt chasse et pêche qui font survivre cette pratique, et des milieux intermédiaires où il y a les deux, où là, en fait, c'est plus l'agriculture de montagne qui est liée à ces pratiques. Donc ça peut être des cultures en Asie, plutôt culture de riz en terrasse dans les zones comme le Yunnan ou le Triangle d'Or. Ça peut être aussi
des cultures des cultures de thé ou de café ou d'autres. Voilà, toujours en montagne, mais avec un couvert végétal important. Donc vous avez ce couplage, je vais avec 2 gros milieux simplifiés ici. Et ce qui est aussi intéressant, mais parfois choquant, c'est que s'il y a une dégradation très forte, comme au Rondônia, là c'est chez les gavions, cette terre-là, là vous voyez la déforestation vue par Google, c'était en 2010, donc maintenant c'est plus fort. Les villages qui sont en bordure de cette terre n'utilisent presque plus la parole sifflée parce qu'il n'y a plus les moyens de faire la chasse traditionnelle qui l'a fait survivre. Et par contre, il y a un village central qui, lui, même les enfants l'utilisent encore et ils ont même donné un nom sifflé par exemple, à mon fils dès le premier jour, quand on y était. Donc, c'est vraiment une pratique qui se dégrade avec certaines... C'est comme ça qu'on le repère, malheureusement. Voilà. Donc, vous avez ces 2 milieux, vous voyez, qui sont importants à la fois pour le cri, pour les contraintes, pour caractériser des effets importants de propagation et comprendre comment la parole sifflée résiste et s'est adaptée. Donc, elle résiste bien à la distance, mais aussi, ici, c'est ce que je voulais montrer pour terminer, c'est que vous voyez les insectes ici. Ça, c'est la bande des insectes qu'on voyait tout à l'heure. Et en fait, si on met du gavion, vous aviez entendu qu'ils sifflaient plus grave que, par exemple, ceux que j'ai montrés, les Grecs ou les Espagnols. Les Turcs sifflent à peu près aussi élevés, même plus élevés dans les montagnes où ils vivent que les gavions. Et en mélangeant les sons du turc dans un environnement de forêt dense, on voit qu'en fait, rapidement, le signal sifflé, malgré sa puissance, est dégradé très fortement par les insectes, puisqu'ils sont omniprésents un peu à tout endroit, et donc à peu près avec la même force. Et alors que celui des gavions, ils ont 2 types de sifflements. Ça, c'est plutôt celui qui n'est pas très fort, qu'on a entendu tout à l'heure avec les wayampis, c'est le sifflement bilabial, comme ça. Et ils ont un sifflement dans les mains pour aller très loin et se localiser aussi. Et celui-là est plus grave. Donc on voit que les humains ici font comme pour ce qu'on décrit chez les animaux, c'est un partitionnement des espèces en fonction, dans l'espace sonore. Et les humains, là, s'adaptent aussi à l'espace sonore pour optimiser leur communication. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment parlé des tambours, parce que les tambours, comme ils ont cette propriété d'être à très basse fréquence, ils permettent d'aller très loin en général. Et bon, pour aller très très loin, en général, on choisit des tambours avec les plus basses fréquences possibles. Ceux qui sont utilisés pour réciter des chansons, des choses, ils sont en général un peu moins gros et avec des pots, alors que les autres sont plus des troncs évidés pour aller très loin. Et on a discuté aussi tout à l'heure avec un monsieur qui disait qu'ici, il y avait apparemment aussi des pratiques de taper sur des troncs, ce qui se fait beaucoup en Amazonie, pas forcément pour parler, mais pour utiliser ce type de son. Donc je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je te remercie, c'était vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour 1 ou 2 questions, si quelqu'un veut en poser. Ah oui, Christiane. Il s'agit juste de 2 petits témoignages de ma part pour pour reporter les choses à ces latitudes. J'avais une grand-mère née en 1922 qui sifflait depuis le village pour passer des messages à son beau-frère qui était dans un petit alpage
sur un rocher un peu plus en altitude. Et donc voilà, elle ne faisait pas tout le temps le même sifflement sur la base de ce qu'elle voulait lui communiquer. C'est le seul témoignage que j'ai à propos de ça. Et puis je vais peut-être raconter ce qu'on s'était dit tout à l'heure par rapport aux chansons. Dans la vallée du Marmore, j'ai recueilli le témoignage de communautés de jeunes, disons avant la dernière guerre mondiale, qui pour communiquer, les gens d'un versant chantaient un bout de chanson. Et les autres écoutaient, et à la fin du couplet, ils répondaient en chantant à leur tour. Et donc voilà, il y a aussi de la communication qui n'est pas forcément pour faire passer des messages, mais peut-être aussi pour remplir cette fonction de passer des messages émotionnels et de se sentir ensemble. Est-ce qu'il y en a aussi dans les expériences oui, que vous avez trouvées? Ce que vous dites, c'est du chant, donc il y a des significations derrière. Bien sûr, il y a aussi une mémorisation du sens des phrases qui sont chantées. Mais comme il y a un relais, bon, bien sûr, c'est pas exactement des communications imprévues ou moins cadrées, mais c'est très intéressant de savoir que tout à l'heure, le monsieur qui est intervenu a complété ce que vous avez dit en disant que c'était seulement quand il y avait une neige très dure qu'on pouvait entendre les gens répondre. Et ce n'était pas forcément prévu à l'avance. C'était en sortant d'une fête, et ils chantaient, et les autres l'entendaient, mais ils ne s'étaient pas téléphonés pour dire qu'ils allaient chanter. Et ils l'entendaient, et du coup, ils répondaient. Et donc, il y avait vraiment un échange qui se faisait, mais qui était un peu à l'improviste. Et qui dépendait des conditions météo aussi. D'accord, merci beaucoup. Si nous voulons localiser ce témoignage, c'était Sario, ici à Saint-Nicolas, et l'autre village était de l'autre côté de la vallée à Intro. Il y a encore Annette qui veut poser une question. Mais déjà, merci beaucoup. Julien, c'est comme toujours fascinant ce que tu fais. Et j'ai une question juste d'éclaircissement, parce que je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. Tu avais dit que dans la forêt, la voix aiguë se perdait plus facilement, oui, et je n'ai pas compris pourquoi dans la forêt, pourquoi la voix aiguë, et est-ce que c'était spécifique à la forêt ou est-ce que c'est plus général à d'autres environnements que la voix aiguë se perde plus facilement? Alors en fait, il y a effectivement... il y a comme un filtre naturel qui a été étudié même par des mathématiciens, par des bioacousticiens. Et ils ont fait des propagations de plein de fréquences en envoyant des sons qui couvrent toutes les fréquences audibles. Et ils ont remarqué qu'entre environ 1000 et 3000 Hz, dans les forêts en général, alors ça dépend un peu de chaque forêt, il y a comme une fenêtre de meilleure propagation. C'est lié aux tailles des feuilles et des troncs dans la nature en général. Et donc il y a une dégradation des fréquences hautes, mais il y a aussi un effet pour les fréquences basses, pas les très basses, mais pour celles qui sont en dessous de 1000 Hz, un effet qui est lié au sol, qui fait qu'il y a quand ça se réverbère, il y a des entrechoquements, c'est des vagues qui sont réduites et perturbées les unes par les autres. Et ça fait qu'en général, de 1000 à 3000, 4000 Hz, on perçoit, la propagation se passe le mieux en forêt. Et ces effets, en tout cas liés dans les fréquences élevées, ils ne sont pas présents quand il n'y a pas d'arbres, de végétation dense. Alors, merci. Il y a encore peut-être une question. Si c'est rapide, on peut... Merci, je suis contente de découvrir donc ton travail. Une question, effectivement, tu as relié les voix sifflées à des activités ou des sociétés de chasseurs, etc. Du coup, est-ce que ce sont des activités ou des compétences qui sont plutôt masculines dans ces sociétés-là, ou est-ce que c'est bien distribué, que les femmes sifflent autant que les hommes? Alors ça dépend beaucoup des sociétés. Mais par exemple en Turquie, où c'est pas vraiment les chasseurs là, mais c'est plutôt les bergers qui font que
pratique se maintient. Il y a aussi l'agriculture du thé, des noisettes, qui font que c'est beaucoup utilisé par les femmes, dont toutes les femmes utilisent la parole sifflée, pratiquement toutes. Au Maroc, où on avait été étudier ça avec un linguiste qui s'appelle Rachid Ridwan, on est tombé dans des villages où il n'y avait que les hommes et d'autres villages où tout le monde siffle. Pourquoi? En fait, la justification des gens qui étaient avec nous, c'est que les villages les plus éloignés, comme ils sont loin du centre d'échange et de vente des marchés, les hommes partent faire les ventes et du coup, les dames quand même doivent garder les moutons, les brebis, et du coup, elles aussi doivent... Donc c'est vraiment lié à la pratique de ces activités et pas forcément genré. Mais c'est vrai qu'en général, en tout cas en Europe et dans beaucoup de sociétés, on voit plus d'hommes qui le pratiquent parce que c'est eux qui pratiquent le plus d'activités en dehors du village. Ce qui fait qu'ils sont souvent les plus experts en production, mais pas forcément en perception, puisque les dames comprennent très très bien toutes les communications. Alors, je pense qu'on n'a plus le temps pour des questions. Ouais. On te remercie encore. Et je pense que nous pouvons passer à la dernière communication. Est-ce que je peux présenter d'ici? Je pense que oui. C'est Michel Bert de l'Université de Lyon 2. Je n'ai pas mené avec moi le programme, mais je sais que Michel Bert va nous proposer une conclusion en parlant principalement de méthodologie. De quelle façon on peut travailler d'un point de vue linguistique sur ces relations au territoire et à l'espace, en particulier, je pense, pour ce qui concerne des langues qui sont en perte de locuteurs. Donc, je laisse qu'il installe son PowerPoint et après, il pourra commencer. J'essaie de centrer à peu près. Bonjour à toutes et tous. Et merci à Christiane d'avoir organisé cette journée, de l'opportunité de revenir, toujours avec plaisir, ici à Saint-Nicolas. Et puis aussi une occasion assez étonnante de participer à une conférence en même temps que certains collègues de mon labo, mais on ne s'était jamais croisés encore. Et le prétexte, enfin l'occasion, c'est la rencontre entre mes activités, les activités du labo autour de la thématique des langues en danger, donc sur des terrains différents, des langues, des traditions de recherche différentes. D'un côté, l'équipe LED TDR, et puis les gens, l'équipe qui travaille sur l'espace. Alors moi, je ne travaille pas sur l'espace. Alors j'ai essayé. En fait, c'est ça. J'ai essayé. Et ce que je vais vous raconter n'a pas beaucoup d'ambition, pas beaucoup de portée. Je vais vous expliquer les essais que j'ai conduits et en fait les échecs ou échecs relatifs de collecte de données, échecs instructifs en même temps. Donc, voilà, sur un terrain de situation, chez nous on dirait montagneuse, mais depuis Saint-Nicolas on ne peut pas le dire, mais accidenté en tout cas, dans le Pilat, pas le même Pilat que celui que vient de présenter Julien, dans une zone entre 900 et 1100 mètres avec un col un peu plus haut, où il peut y avoir de la neige, dans une zone aussi où ce qui est plat, c'est très relatif comme ici. Ce qui est plat, ce qui est décrit comme plat dans cette région-là, en plaine, ça serait vu comme vraiment pentu. Et ça dépend des villages. Et donc dans cette zone-là, donc un terrain potentiellement intéressant de ce point de vue-là, la rencontre de deux langues, le français
et l'occitan, une variété d'occitan, dans un contexte, vous allez le voir, de langue vraiment très menacée. Le français est en passe de remplacer complètement l'occitan. Alors je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de voir si dans cette variété d'occitan, pas dans l'occitan en général, il y avait des... Est-ce que tu peux garder le micro un peu plus éloigné? D'accord. Est-ce que l'expression de l'espace est différente entre les deux langues en présence, une variété d'occitan et puis la variété locale de français, français régional de cette région? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux pour exprimer l'espace et les déplacements? Est-ce qu'éventuellement, il resterait des traces de ces spécificités de la variété locale d'occitan dans le français régional? Alors, si on voulait répondre à cette question, quel recueil de données serait encore possible dans ces conditions? Je n'ai pas la prétention de répondre à la question purement linguistique. Je n'en ai de toute façon pas les matériaux pour l'instant, en tout cas. Mais ça va porter sur la méthodologie de recueil. Qu'est-ce qui a pu être fait? Qu'est-ce qui a été obtenu? Et qu'est-ce qui est encore très, très lacunaire et qui le restera peut-être? Alors, je vais d'abord vous présenter le profil des locuteurs que j'ai enregistrés. Il n'y a pas un vivier énorme de locuteurs possibles, vous allez le voir. Les corpus que j'ai pu constituer, les difficultés rencontrées, mais aussi mes erreurs. Autour de deux choses, quelque chose que j'avais imaginé de potentiellement intéressant, la narration de trajet. Et puis l'autre chose, c'est l'expérience des stimuli vidéo dont mes collègues ont parlé avant. Et merci beaucoup de l'avoir présenté. Vous me faites gagner beaucoup de temps. Et je réagirai peut-être à certaines vidéos que vous avez montrées. Je terminerai par un bilan temporaire. Alors, les locuteurs, 2 frères et 2 sœurs issus de villages proches, 8 km en voiture. En vol d'oiseau, c'est beaucoup plus court. Un hameau d'un côté, l'Allier, tout petit, quelques maisons, pas d'éclairage la nuit, mais suffisamment grand quand même, bien qu'il n'ait que quelques maisons, pour qu'il y ait l'Allier d'en haut et l'Allier d'en bas. Et puis un petit village, je crois qu'il ne reste plus qu'un commerce, il y a encore une école, mais avec des classes avec plusieurs niveaux. Et des gens âgés de 80 à 87 ans. Les 2 frères viennent de Saint-Régis et les 2 sœurs de l'Allier. Donc des profils apparemment similaires en apparence seulement, des gens âgés, mais on va voir qu'ils diffèrent par les modalités et l'âge d'acquisition de la langue. Je vais vous les présenter et vous allez voir ces paramètres, en quoi ces gens-là diffèrent. Alors, les 2 frères, ils sont issus d'une fratrie très importante, très nombreuse, et ils disent que la langue de la maison, ils ne sont pas les aînés. Les aînés ont disparu, ils ne sont pas non plus les plus jeunes de la fratrie. Et quand ils décrivent leur enfance, ils disent que la langue parlée à la maison, c'était l'occitan. Donc, ça serait leur première langue. Assez vite, enfin, ce qui est ressorti en premier dans leurs échanges avec moi, c'est qu'ils ne parlaient qu'occitan quand ils sont rentrés à l'école. Mais en creusant un petit peu, ou grâce à des digressions un peu plus tard, en fait, les aînés leur parlaient déjà un peu français. Donc, c'est une langue maternelle ou co-maternelle avec le français. Tous ces gens-là sont nés à une époque où la langue était encore très vivante. Tous les aînés, tous les gens plus âgés qu'eux, dans leur enfance, parlaient encore la langue. Eux, on continue à l'utiliser entre frères et sœurs. Un couple, un des 2 frères s'est marié avec quelqu'un qui parlait aussi occitan, qui savait le parler, qui ne le parlait pas très souvent, mais qui savait le parler. Donc, il a pu le pratiquer à la maison, et surtout avec ses frères ou dans le cadre des travaux agricoles. L'autre, par contre, ils étaient tous les 2 paysans. L'autre, par contre, avait épousé quelqu'un qui ne parlait que français, qui en est encore aujourd'hui très heureuse de n'avoir jamais eu à apprendre le patois et qui garde une défiance vraiment pour ce que tout le monde appelle là-bas le patois.
Donc lui avait moins de possibilités d'utiliser la langue. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, ils ne le pratiquent pratiquement plus. Plus entre eux. Ça a été la langue de leurs échanges quand ils étaient tous les deux ou avec les frères et sœurs plus anciens. Peut-être à cause de la disparition des aînés, même entre eux, ils ne le pratiquent plus. Ils avaient encore quelques interlocuteurs locaux avec qui ils parlaient, mais ils parlaient pour parler patois, pour le plaisir de l'échange dans la langue. Ces gens-là ont disparu depuis 2-3 ans pour les derniers. Leur niveau de scolarisation n'est pas très élevé et on va voir que ça va jouer un rôle. Pour les deux sœurs, elles, 80 et 87, leurs parents se parlaient encore occitan, mais avaient pris la décision de parler français aux enfants. Une décision vraiment consciente. Je vois mal comment, avec les compétences qu'elles ont acquises, elles ont pu apprendre la langue. Les parents ont dû très certainement la leur parler, mais la politique officielle de la maison, c'était de parler français aux enfants. Elles ont donc acquis un certain niveau de langue, un niveau que je ne peux pas mesurer, puisqu'il y a eu depuis des acquisitions, au moins pour l'une d'elles. Donc l'une est restée sur place, a épousé un agriculteur aussi, qui parlait occitan. Entre eux, ils se parlaient pratiquement que français, mais ils avaient des interlocuteurs dans leur environnement qui étaient locuteurs. Lui, il parlait sans doute plus souvent qu'elle. Et puis, elle est veuve depuis une dizaine d'années. Et les deux femmes sont des membres de ma famille. Donc, je connais bien leur biographie linguistique. Et en 10 ans, il y a eu une vraie désacquisition de la langue chez cette dame-là. L'autre, par contre, a quitté la région plus jeune, s'est mariée ailleurs, a vécu ailleurs et a eu peu d'occasion de parler la langue, si ce n'est quand elle revenait dans son pays d'origine. Une des deux, la dernière, a un niveau de scolarisation un peu plus élevé. Alors, il y aurait d'autres paramètres qui pourraient jouer. Je vous donne peut-être beaucoup de détails, mais ces informations-là ont joué un rôle dans la passation des deux tâches que j'ai proposées. Et il y aurait même d'autres paramètres, la sensibilité à la variation dialectale, l'amour, la détestation qu'on peut ou pas avoir de la langue, jouer un rôle aussi. En tout cas, on a au moins 3 profils différents de locuteurs. Les deux messieurs seraient ce que nous, on appelle des locuteurs natifs, mais avec plus d'usage de la langue. Les deux sœurs seraient au départ des locuteurs tardifs qui n'ont commencé pour qui le patois, l'occitan est une L2 et qui n'ont commencé à la parler qu'après le français. Mais la deuxième a en plus une désacquisition et s'apparenterait à ce qu'on peut appeler des anciens locuteurs. Donc on voit que chaque fois, chaque individu a une idée, un profil particulier. Ces gens-là sont les locuteurs les plus compétents qu'on puisse trouver aujourd'hui dans cette région. Je ne les ai pas choisis parce qu'ils étaient faciles d'accès pour le plaisir. Ils sont représentatifs du niveau de langue le plus élevé qu'on puisse encore trouver là-bas sur place. Voilà. Alors, les données recueillies, biographie linguistique, pour les deux femmes, j'avais déjà plein d'éléments. Chaque fois que je les vois, que je les revois, ensemble ou seules, elles me reparlent toujours de leur enfance, de leur histoire avec la langue. Pour les messieurs, ça a été dans le cadre d'un enregistrement. D'autres membres de la famille étaient présents. C'était approprié socialement que d'autres y assistent. C'est comme ça que j'ai obtenu les informations que je vous ai données. En même temps, je voudrais citer une anecdote, si j'en ai le temps. Combien de temps il reste ? Tu as parlé pendant 12 minutes. Le contact avec cette fratrie-là s'est fait à travers une professeure de français en Norvège, dont j'encadrais les mémoires de master, co-encadrais, et qui est la fille de H1, du premier homme.
C'est pourtant pas loin du réseau familial de ma famille, mais voilà, comme un iceberg, il y a des constellations de locuteurs, on ne les connaît pas forcément. Ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc on a eu ces échanges autour de leur histoire avec la langue. Et puis à un moment, l'enregistrement s'est arrêté. La fille du premier monsieur est sortie. Et quand elle est revenue, j'en ai profité pour demander aux gens présents quelle langue parle-t-elle à ses enfants quand elle est ici en France. Et ils m'ont répondu français, mais quand même beaucoup norvégien. Et puis elle revient et je lui demande devant les autres, je prends l'accent local, quelle langue tu parles quand tu es ici en France avec tes enfants? Et elle répond uniquement le français. Et ils ont beaucoup ri. Et donc, si elle-même n'est pas très bon juge, parce que semble-t-il, elle a corrigé, après elle a précisé, oui, en effet, de sa pratique d'aujourd'hui, que penser des récits de l'enfance de personnes qui ont 80 ans et des langues qu'ils pratiquaient à l'époque. Narration des trajets, j'ai pu le faire auprès de l'ensemble, chaque fois 2 par 2, les 2 frères, les 2 sœurs. Ils se sont rencontrés tous. Hein. Et les stimuli vidéo, intégralement avec la femme la plus jeune, et qui a bien accepté d'aller jusqu'au bout parce que c'était moi et par amitié, mais elle s'ennuyait beaucoup. Et j'ai pas eu le cœur de faire passer l'intégralité à la deuxième dame et aux premiers messieurs, mais on l'a quand même fait à peu près pour la moitié. Et pour le dernier, je ne lui ai même pas proposé. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Et voilà. Alors, pour la narration de trajet, j'avais imaginé, un peu naïvement, que j'allais faire raconter aux 2 dames comment on allait chez les 2 messieurs et inversement. Je savais que F2 y était allé en vélo et à pied quand elle était jeune. Donc j'imaginais des trajets que tout le monde aurait fait. En fait, ça n'était pas vraiment le cas. Je me suis dit aussi que ça allait être intéressant parce qu'on allait pouvoir comparer des trajets en voiture, le trait bleu, en vélo, où on peut prendre les petits chemins blancs qu'on aperçoit sur la deuxième image, et à pied, où on peut passer par des tout petits chemins, ils portent un nom dans cette région-là, et on peut couper à travers champs, à travers bois, pas toujours, ça dépend de la saison, de l'activité agricole du moment. Sauf que quand ils l'ont réellement fait à pied ou en vélo, c'était il y a longtemps. Et que depuis, certains chemins ont disparu. Donc, mon idée n'était pas très bonne pour ces raisons-là, mais pour d'autres aussi. Les 2 messieurs ont été extrêmement laconiques. Ils ont raconté vraiment un trajet en voiture aujourd'hui. J'ai filmé le trajet, j'ai évidemment pas le temps de vous le montrer, mais des bifurcations qui sont des possibles moments où on pourrait se tromper, il y en a une douzaine. Leur récit, c'est tu prends par là, tu tournes ici, tu es arrivé. Alors j'ai essayé de leur demander, mais si vous le racontiez à votre un petit-fils, petit-neveu qui vient de Norvège, qui ne connaît pas la route, ça n'a pas mieux marché. Je pense que ça vient en fait d'abord me raconter à moi qui connais la route, qui vient d'arriver depuis de l'autre côté, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis le raconter en occitan n'a pas de sens parce que je ne suis pas un interlocuteur naturel. J'ai oublié de vous dire, mais je peux le faire maintenant, que l'essentiel des tests se sont passés en français. Bien que j'ai essayé de relancer, de dire explicitement en occitan, en patois, si je dis en occitan, ils ne verront pas de quoi il s'agit, en patois, ou de relancer en patois pour réamorcer. Ça marche quelques secondes et ça rebascule. Alors expliquer en plus en occitan au petit-fils, c'était vraiment pas pertinent. Pour les 2 dames, ça a été un peu meilleur. D'abord, elles comprenaient le principe de l'exercice, ce qui n'était pas le cas des messieurs. Mais en fait, elles n'étaient pas à l'aise, sauf l'une, avec un des parcours.
Et elles ont été plus efficaces pour d'autres trajets, mais du coup, plus de comparabilité possible entre les 2 hommes et les 2 femmes. Ce que j'avais oublié, enfin ce à quoi j'aurais dû penser, c'est que c'est des micro-sociétés. Chaque village a ses propres réseaux, ses communications privilégiées. Saint-Régis, c'est vers le sud et la Haute-Loire, alors que l'Allier, c'est vers le nord et vers Saint-Étienne, et que donc on échange peu entre les 2 endroits. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il est tactile, l'écran? Ah. Je crois que j'ai créé une diapo et que... Voilà, merci. Alors, l'espace. J'ai utilisé les vidéos que tu as expliquées et que vous avez montrées. J'avais des doutes, malgré tout. Mais je me suis dit, bon, ben, j'aurai un support, j'aurai des matériaux. À partir de ça, peut-être, on va voir. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le monsieur ne voyait, avait vraiment le tract. Il vivait ça comme un test scolaire et il avait peur de mal faire. Et devant la dame, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est contre un arbre, qui s'approche de nous, s'éloigne de la forêt, il m'a dit « elle marche d'un bon pas ». Et quand il a trouvé cette phrase, je ne sais pas si c'était sur cette vidéo, elle lui a resservi tout le temps. Il marche d'un bon pas, elle marche d'un bon pas, il marche d'un bon pas. À chacune des vidéos qui s'y prêtaient, il s'accrochait à ça. Il avait une solution. Non, c'était pas très agréable, ni pour lui, ni pour moi. Ça, c'était lié à son insécurité. Ils ont trouvé ça absurde. J'ai eu beau leur expliquer que c'était des séquences qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Ils reconnaissaient les gens. Et ils les reconnaissaient dans le même cadre faisant autre chose. Donc ils essayaient d'inventer une histoire. Parce qu'il fallait bien donner un sens à tout ça. Alors ils amorçaient un bout d'histoire et puis ils se trompaient un peu entre les personnages. Et puis leur histoire ne tenait pas parce que la séquence d'après, ils faisaient tout autre chose. Et le commentaire que j'ai eu devant la femme qu'on voit sortant de la grotte, le seul commentaire que j'ai obtenu, c'est « mais elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle. » Et on passe à la vidéo d'après. Je ne pouvais pas insister, décrivez à chaque vidéo, décrivez-moi ce qu'ils font, ça devenait lourd. Colette, tu disais des gens qui ne sont pas habitués aux écrans, et puis il y a des vidéos qui sont tournées dans un cadre qui n'est pas le leur. Bon, là, ça a été tourné à Lyon, au parc de la Tête d'Or. On est en France et c'est à quelques centaines de kilomètres, non, c'est à 100 km au maximum de leur pays d'origine. Ce qui les intriguait, c'est les arbres qu'ils ne connaissaient pas, par exemple. Alors, comme ils s'ennuyaient, enfin, le monsieur a fait ça. Il a essayé gentiment d'essayer de trouver quelque chose pour chacune des vidéos. Bon, les dames, elles se sont accrochées aux branches, mais littéralement, il y avait quelque chose d'intéressant dans tout ça, c'était les arbres. Les arbres, dans leur culture, c'est très important. On en fait du bois, on en faisait des outils, on a des jugements esthétiques sur les arbres. Un paysage, je pense à la communication de ce matin, un beau paysage, c'est un bel équilibre entre les parties agricoles cultivées, les parties boisées. Cet équilibre, ils le trouveront plus parce qu'on cultive plus certains endroits et que le bois a trop gagné, c'est pas normal. C'est pas bien. Il y a très peu de communs. C'est le mot qui veut me venir. C'est tumine, des communs localement. Donc des endroits où on partage des règles pour entretenir le terrain. Mais il y a une pression sociale pour que tout le monde ait une activité considérée comme socialement correcte sur l'environnement. On ne laisse pas un bois sans l'entretenir, c'est mal vu. Quelque chose qui est très mal vu, c'est de faire une coupe rase. Donc il y a une pression sociale qui fait que les gens
locaux, c'est en train de disparaître, mais maintiennent ces règles-là. Donc les arbres, c'est vraiment quelque chose de très important. Elles m'ont décrit les arbres, elles racontaient. Et une des dames, celle qui a terminé la vidéo, m'a dit « Ah bon, c'était quand même intéressant, il y avait des beaux arbres. » Voilà, sa conclusion. Donc des résultats très pauvres et qui sont loin de refléter les possibilités qui existent dans cette langue-là. Alors maintenant, en vous écoutant aujourd'hui, en comprenant mieux les phénomènes potentiellement intéressants, parce que ça intéressait un peu, ça n'est pas mon domaine de recherche et ce n'était pas très très clair pour moi. Est-ce qu'il serait encore aujourd'hui possible de collecter des données susceptibles de travailler sur cette variété d'occitan? J'ai entendu parfois dans la journée, l'occitan fait ça, le français fait ça. Ben, l'occitan, il doit faire ça à certains endroits, mais il doit faire différemment à d'autres. Le français fait ça en général, mais le français du coin doit faire des choses que le français standard ne fait pas. Mais alors, cet occitan du coin, ce français du coin, comment savoir ce qu'il peut faire? Pour le français, on pourrait le savoir. Il y a des gens jeunes qui parlent une variété locale de français. Mais pour l'occitan, je me demande comment on pourrait attraper des données dans des récits peut-être, mais des récits, je ne sais pas, il faudrait un auditoire. Je reste un peu embêté avec ça. Et ça serait mes conclusions finales peut-être. Comment? Ah, désolé. Attends, c'est celle d'après. Non, ça y est, c'est la dernière, donc c'est bon. Alors vous pourriez trouver que la situation, c'est une situation un peu anecdotique. Bon. Rien qu'au labo, sans chercher beaucoup, le laboratoire est dans son environnement. Je connais 4 personnes qui sont dans des contextes comme cela. Une chercheuse, les 5 locuteurs, la moins à l'aise, d'après la chercheuse, elle parle moins bien qu'elle-même que la chercheuse, et la plus à l'aise, la seule fluente, elle a eu un AVC cet été. Et une de ses étudiantes doit faire passer dans les mois à venir les vidéos, les dites vidéos. Heureusement, sa thèse ne dépend pas des données qu'elle aura collectées. Il y a des ressources qui permettront d'étudier, ce qui n'est pas le cas dans mon cas. On peut s'interroger sur pas la fiabilité, enfin, c'est le mot qu'on pourrait utiliser, mais la fiabilité des données collectées. Les données collectées, elles sont fiables, elles ont été recueillies auprès de gens dans des contextes, ils n'ont rien inventé, ce qui peut arriver parfois. Une précision importante pour certains, c'est des contextes où les locuteurs ne sont pas payés. Il y a un don contre don, mais les gens ne sont pas payés. Donc, ils ne se sentent pas tenus de faire la tâche qu'on leur demande. Ça peut faire une différence. On doit accepter des digressions, des interruptions, des commentaires, savoir couper. Bon. Donc, ils n'ont pas de raison d'inventer quoi que ce soit. Dans ça, les données sont fiables, mais la question, c'est la représentativité. Je pense que ce qui a été obtenu par ces deux biais-là, c'est loin d'être représentatif de ce que l'occitan peut faire ou pouvait faire. Bon, j'ai oublié. Et donc, insérer des données de cette nature dans des grands corpus et les niveler avec d'autres sur des grandes langues, c'est traiter avec des données qui sont de nature inégale, à mon avis. Être un peu beaucoup de la communauté, je me suis posé la question. C'est un milieu qui m'est très familier, avec des attaches familiales, évidemment, ça facilite certaines choses. Mais ça m'a joué des tours aussi. Pourquoi on va lui raconter un trajet, il le connaît par cœur. Mais aussi pas assez de la communauté dans certains cas. Cette histoire de chemin, de réseau, de communication, je n'y avais pas pensé. Voilà, et peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire dans ces contextes-là? Qu'est-ce qu'il est encore possible? Mais qu'est-ce qu'il est le plus utile de faire?
Je ne sais pas si moi je vais continuer dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui est le plus utile pour les locuteurs dans ces circonstances-là de faire comme étude linguistique. Voilà. Merci. Alors, je te remercie, Michel. C'était très intéressant de comprendre un peu la méthodologie que tu as mis en acte pour pouvoir essayer de collecter ces données. Avec Christiane, on avait pensé, quand on était dans la phase d'organisation de cette journée, de nous lancer, mais nous aussi, dans une tentative de collecter quelques informations et en utilisant les vidéos que vous avez préparées. Après, pour des raisons différentes, on n'a pas encore commencé, mais ça peut rester comme une idée intéressante, surtout car en Vallée d'Aoste, on peut même aborder la question de classes d'âge différentes, de personnes qui sont plus âgées, donc qui pourraient avoir une compétence en quelque sorte plus haute et plus précise, et en franco-provençal, des personnes comme moi, qui ont grandi dans un contexte où je parle franco-provençal comme langue première, mais avec de l'italien et du français. Donc on pourrait peut-être travailler aussi sur des représentations ou des descriptions de mouvements qui peuvent être influencés par des langues différentes, en franco-provençal, donc toujours. C'est très intéressant ce que Michel nous a raconté, car il nous a fourni quand même des informations pour chercher à comprendre, sans avoir jamais donc essayé en Vallée d'Aoste pour chercher à imaginer les problèmes qui peuvent se manifester, et avec un travail de ce type. Donc je le remercie vraiment beaucoup. C'était très intéressant de voir une application enfin de notre journée de colloque, pour voir quelles sont les véritables difficultés, les possibles succès, et des réflexions aussi sur comment on peut peut-être modifier ces instruments pour pouvoir arriver à une collecte plus précise de matériel. Je vois qu'il y a Christiane qui intervient. Et après, oui. Oui. En effet, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure d'aborder la question des matériaux pour élicitation. J'ai fait quelques tentatives lors d'une phase de ma recherche, et je me suis après orientée vers d'autres méthodes. Mais ce qui a émergé, c'est que les locuteurs réagissaient d'une manière générale en disant je ne peux pas parler du mouvement parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et la phrase, après, j'ai demandé des explications. À chaque fois, c'était que l'illustration ne permettait pas de situer la figure par rapport à l'environnement plus large, à l'espace géographique global, qui est la préoccupation centrale, à mon avis, auprès de ces locuteurs, et qui avait besoin de comprendre si la personne se situait en bas ou en haut de la montagne, à côté de la vallée, à côté du ruisseau et tout, pour pouvoir expliquer si elle descendait dans un sens ou dans l'autre. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que l'une des particularités, en tout cas l'une des particularités du franco-provençal, touchait justement à cet aspect de l'environnement géographique plus large, et que c'était là, par le biais d'une méthodologie forcément différente, qu'on pouvait trouver quelque chose, et notamment par la présence physique directe de la personne qui pouvait, en étant en situation, dépasser les formes abstraites de la langue standard que nous avons tous en commun et que nous avons appris à l'école. Et donc, en faisant appel vraiment à l'aspect le plus physique de l'expérience, c'est là surtout que j'ai vu émerger le plus d'expressions pertinentes par rapport à la recherche. Après, je suis quand même convaincue qu'il faut encore réfléchir beaucoup à la méthodologie, parce qu'il est impensable de devoir avoir recours à la situation
exclusivement à la situation à la mise en situation du locuteur pour avoir un certain type d'expression. Donc voilà, je pense que nous avons encore... on peut dire que ce colloque est un peu aussi le point de départ peut-être pour une réflexion plus ample sur la méthodologie et peut-être sur d'autres façons de travailler pour faire ressortir ces représentations. Justement, tenu compte du fait que la relation à la vidéo peut être très, très variable et les uns regardent les arbres, les autres pensent à d'autres détails. Et donc, je pense que nous pouvons encore réfléchir et trouver autre chose. Je peux rajouter seulement une chose et avant de passer la parole. Et en réalité, en 2019, j'avais accompagné une collègue de votre laboratoire en Vallée d'Aoste, Alice Roy-Farnet. On avait proposé ce type de travail, donc avec les vidéos, mais pour étudier le bilinguisme français, italien et en Vallée d'Aoste. On avait choisi, je ne me souviens plus combien de locuteurs des deux langues, des jeunes surtout, jusqu'à l'âge de, c'était je pense entre les 20 ans et les 35 ans. On avait proposé ce test en alternant le français et l'italien pour chaque personne. On aurait dû prévoir 2 types de collecte, une et en italien pour chaque locuteur et une et en français. Malheureusement, après, le Covid est arrivé et nous n'avons jamais pu reprendre ce travail. Il y a donc déjà du matériel collecté et en Vallée d'Aoste que je pense n'a jamais été traité véritablement, car surtout la partie concernant la langue française, on n'était pas, je pense, de qualité suffisante pour pouvoir faire ressortir une spécificité pour le français de la Vallée d'Aoste. Mais on avait déjà commencé et on espère pouvoir continuer par le biais du franco-provençal. C'était simplement pour indiquer ça et je vous laisse le micro. Merci. Alors moi, je voudrais dire en fait que vous avez de la chance. Vous en apercevez peut-être pas, mais vous avez 2 fois 2 personnes qui se connaissent très bien. Et donc ça, il y a une dynamique là à utiliser. C'est-à-dire que des personnes... En fait, vous êtes au carrefour de 2 thématiques possibles, si j'ai bien compris. Donc, d'une part, les langues en danger, et d'autre part, eh bien, l'utilisation dans un cadre de la spatialisation, de la grammaire de l'espace, etc. Visiblement, ce n'est pas la grammaire de l'espace qui, dans les circonstances actuelles, ont été vraiment déterminantes pour vous. Mais je pense que par contre, ce serait intéressant d'utiliser le volet langue en danger et faire parler ces personnes donc en interaction sur des thèmes qui généralement marchent très bien, à savoir les souvenirs d'enfance, les activités qu'ils privilégient, qu'est-ce qui les intéressait dans la vie, hein, et ça peut être très très varié. Et pourquoi pas faire intervenir également les 4 personnes, pourquoi pas, pour créer donc une dynamique. Il faut savoir créer une dynamique en fait pour qu'il y ait un répondant, et ce qui marche mieux, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus intime vis-à-vis des personnes. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc vous avez une chance, il faut l'exploiter. Mais je l'exploite depuis longtemps déjà. Les 2 dames font partie de ma famille. Eh ben oui. Il y a le côté... ça reste un usage artificiel. C'est devenu, dans les 2 cas, pour les 2 pères, un usage artificiel. Oui. On parle pour parler patois. C'est plus ça l'a pas rarement été ça l'a pas été, jamais été peut-être entre les 2 femmes, et ça l'est devenu pour les 2 hommes quelque chose d'artificiel. Et il y a un mot que vous avez cité, le côté intime, c'est-à-dire que s'il y a enfin intime, proche, on va dire quoi. Hein. Donc les activités, je sais pas s'ils aiment la pêche, la chasse ou peu importe. Oui, mais devant moi comme témoin, ça fausse un peu les choses. Et puis, si c'est un bâton rompu, ça donne des matériaux que j'ai pas envie de... Pourquoi pas introduire les 4 ensemble, parce que là, mais je l'ai fait. J'ai fait 3, pas 4, oui. Mais 3.
Oui, mais ça tourne autour de commentaires sur la langue, éventuellement dans la langue, mais sur la langue. Mais quand une conversation démarre, elle ne dure pas très longtemps. Alors peut-être faudrait, je ne sais pas, moi je parle de l'extérieur évidemment, mais apparemment vous avez une connaissance, ou tout au moins une intimité plus grande avec l'une des deux dames qui réagit bien, qui comprend bien. Donc il faudrait peut-être préparer avec cette dame-là une séance, hein, avec tout un ensemble de questions, de thèmes, etc., pour faire rebondir en particulier les deux messieurs, quoi. Bon. D'accord, merci. Mais, oui, je me suis trouvé, vous savez, aussi dans des circonstances justement avec nos fameux mots Pew, où on n'avait aucune familiarité et qu'il fallait trouver des thèmes qui puissent rebondir quelquefois comme ça. Il fallait tout de suite rebondir sur quelque chose que je n'avais pas forcément compris avant, parce que le temps qu'on passe du français au de l'anglais, au vietnamien, au mot Pew et puis retour, eh bien, il se passait du temps, quoi. Et donc voilà, il fallait continuer. Et donc ce qui marchait toujours, c'est faire raconter des histoires, faire raconter des contes, parler de ce qui est intime, parler des préférences et des goûts des gens, des passions, etc. Et ça, c'était assez facile. Je l'ai fait déjà avec les deux dames. Hein. Oui. Bon, elles sont récalcitrantes. Non, ça a marché. Ça a marché. Ça reste à faire avec les deux messieurs. Ou entre eux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore poser une question ou faire une remarque, un commentaire? Oui. Merci. Oui, la question de faire du terrain dans des circonstances avec des gens qui ne sont pas... Ouais. Comme ça, je l'ai dans les yeux. Oui, il y a une différence entre les gens qui veulent bien faire des choses artificielles parce qu'ils vont à l'école, on leur demande de faire des trucs, ils ne comprennent rien, mais il faut qu'ils fassent. Donc là, on leur demande de faire quelque chose, si ça fait plaisir au monsieur, on va le faire. Et des gens qui ne sont pas rentrés dans cette dynamique et qui ne comprennent pas. Ils utilisent la langue pour vous dire quelque chose. Donc moi j'étais dans des circonstances comme ça, la deuxième langue là au Nicaragua sur laquelle j'ai travaillé, impossible d'éliciter des phrases. Pour les gens, le langage c'est pour dire quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'ils ont envie de dire. Ils ne traduisaient rien, je ne pouvais pas faire d'élicitation directe. Du genre Pierre est arrivé ce matin, elle me disait c'est qui Pierre? Bon alors j'en sais rien, quelqu'un est arrivé ce matin, oui mais c'était qui? Voilà. Et il y a des gens qui pensaient plutôt qu'on est dans un monde où on utilise la langue et on joue avec la langue. On utilise la langue pour dire des choses qui ne nous intéressent pas, qui ne nous touchent pas, et tout ça. Mais le reste du monde n'est pas comme ça. Et c'est même pas une question... c'est une question de scolarisation, ça, il n'y a pas de doute. Mais je crois que même des gens qui savent lire et écrire ne sont pas habitués à jouer avec la langue. Alors Levinson, il était confronté à ça, on lui en a parlé, je lui en ai parlé, et ce qu'il faisait, c'est des sessions de formation. C'est-à-dire qu'avant d'enregistrer les gens pour produire des données à étudier, il les faisait apprendre à parler de photos, apprendre à regarder des vidéos. C'était comme on les scolarisait pour apprendre à faire cet exercice. Et c'était seulement après, des jours après, qu'on leur montrait les vidéos, une fois qu'ils avaient compris que ça ne faisait rien s'ils ne reconnaissaient pas la dame, et que nous, non, on ne la connaissait pas, c'était pas ma sœur, c'était pas ma belle-sœur, je ne la connais pas, et puis je ne sais pas comment elle s'appelle, et ça ne fait rien. C'est une dame qui marche. On peut former les gens à faire ça. On a eu une doctorante qui a travaillé, Marine, en Bolivie, et ces vidéos n'ont pas marché, parce manque de référence. Et avec son mari, ils ont fait alors c'était des dessins, c'était pas des vidéos, mais une suite de dessins de chasse et de pêche. Pour au moins, les gens leur ont raconté comment ils pêchaient, comment ils chassaient, avec quel instrument. Et
Et le mari a fait des dessins qu'ils ont approuvés. Et après, ils ont créé des dessins qui correspondaient à des histoires qu'on leur avait racontées. Et ils ont fait des dessins dans des séquences où ça faisait sens. Mais les arbres, c'était des arbres du coin. Et les gens étaient habillés comme dans le... Voilà. Donc effectivement, les questions de quelle linguistique possible en situation de LED, c'est pas forcément le LED, hein, c'est aussi... c'est ça, c'est ces traditions orales. Il y a déjà la question de la tradition orale et de l'utilisation de l'image et l'utilisation d'exercices qui ne font aucun sens que pour les linguistes, mais pas pour les gens. Les gens ne font pas ça. Peut-être que les enfants, maintenant qui ont des tablettes, seraient mieux à raconter ça. Donc ce n'est pas forcément que l'aide, c'est aussi qui utilise la langue, pourquoi. Et nous, on joue avec la langue, et les gens ne jouent pas avec la langue. Enfin, beaucoup de gens ne jouent pas avec la langue. Ils disent quelque chose, et ils écoutent quelque chose, et ils croient ce que vous racontez. Et les situations de LED, oui. Est-ce quelle linguistique possible pour la LED? Peut-être pour de la typologie quantitative, d'essayer de trouver des données comparatives qui peuvent être comparées dans d'autres. Les LED ne sont pas des bonnes situations. Il y a d'autres thématiques des LED, quoi. Les LED demandent d'autres thématiques linguistiques que de la typologie, morphologie comparative. J'ai oublié quelque chose en fait, et qui est propre à ces situations-là. La seule qui comprenait à peu près l'exercice, c'est celle qui avait le plus de difficultés dans la langue. Et donc, même si elle comprenait le principe, elle était embarrassée par son manque de fluidité, c'est plein d'autocorrection, de commentaires métins, plein de temps perdu à chercher des mots. Voilà. Donc il y a en plus ça et beaucoup de polymorphisme. L'autre dame s'en sort pas trop mal, a compris à peu près le principe, peut-être un peu moins bien. Sa langue s'occitanise au fur et à mesure qu'on avance parce qu'elle est de plus en plus à l'aise. Et on sent après que il y a eu une érosion en disant qu'elle se refrancise sur la fin parce qu'elle fatigue et qu'elle en a marre. Donc il y a en plus ce côté-là. Voilà. Je vous remercie. Je voulais encore seulement ajouter, vu que Christiane on nous a montré dans sa présentation, mais très rapidement, des petites images qu'elle avait préparées, je pense, pour les laboratoires de langue. Si vous vous souvenez, en bas sur la droite, il y avait des dessins avec une maisonnette, un chat qui sautait sur la fenêtre, un chat qui entrait, qui sortait de la maison. C'est véritablement ce que Colette nous a proposé de réaménager du matériel pour pouvoir travailler plus facilement avec des locuteurs. Et c'est ce qui a été fait par Christiane et par Natalia Bichurina pendant les laboratoires de langue, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interventions? Sinon, pour le moment, moi, je vous remercie tous les contributeurs, les spectateurs, les personnes qui nous ont offert la nourriture, la commune de Saint-Nicolas, et je laisserai Christiane clore notre journée très intéressante. Merci. Voilà, Fabio, je n'ai pas grand-chose à ajouter à part le fait, justement, merci à vous tous qui avez participé et merci à toutes les personnes, les membres du centre qui ont collaboré à la réussite de cette journée, les membres de la commune et le technicien qui patiente depuis ce matin derrière les ordinateurs et qui a fait marcher toute la technique. Donc, on a pu passer tout le colloque en direct et en plus, dans quelques instants, il sera en ligne sur YouTube pour le reste, pour les jours à venir et pour tous ceux qui voudront encore profiter des contenus de ce colloque. Donc, merci à tout le monde encore et à une prochaine. Il y aura la publication des actes, donc d'ici quelques jours, je vais recontacter tous les participants et on va s'organiser au cours de l'année 2023. Merci.